n'avons pour objectif de condamner qui que ce soit. Notre but est simple, documenter, contextualiser et finir par révéler. Suivez bien jusqu'à la fin, ça va être intense. Et donc pour cette enquête et cette contre-analyse des témoignages de mineurs, dans la vidéo de TPZ, je vous situe exactement à 57 minutes et 50 secondes. Ça va être important pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai ressenti ensuite et peut-être me partager ce que vous avez ressenti à ce moment-là de la vidéo. Et donc, à ce moment-là, ça fait 57 minutes que je suis investie. Je vous ai dit, je faisais ma lessive. Et juste avant ce passage, j'ai entendu donc TPZ qui venait de nous faire entendre plusieurs personnes qui ont travaillé pour Guillaume Play, notamment à la radio, dans différents médias avant Legend. On a entendu parler de relations professionnelles toxiques, de comportements finalement perçus comme humiliants, de personnes qui se plaignaient et même de ce fameux consensus dans le métier dont certains témoignages, une personne en particulier, parle. Et donc quand TPZ arrive et nous dit « nous y sommes », là je me dis « ça y est Gigi, il faut te concentrer. Arrête de frotter les vêtements à la main, concentre-toi ». Et donc TPZ commence. Il nous explique qu'on va entendre des personnes qui ont travaillé avec Guillaume Play à différentes périodes, Énergie, le QG, l'après-QG, des Gent et même certaines collaborations. Bon, encore ça va. Ensuite, il nous explique pourquoi certains des témoignages qu'on va entendre dans la suite, par la suite du moins, ont demandé finalement certaines personnes à rester anonymes. Il nous explique que cette personne aurait peur d'être reconnue à partir d'une voix ou d'un détail. Elle pourrait subir des pressions parce qu'elles sont, on suppose, dans le milieu médiatique. Elle pourrait même subir des pressions juridiques. Voilà. Et donc, voilà. Il situe vraiment et nous montre que cette enquête, finalement, elle a été mêlée pendant plusieurs semaines. Une enquête. Et que les récits ont été recoupés, contextualisés, confrontés entre eux. Et avec les éléments reçus, les éléments rendus publics depuis 2023. Et là, ça continue. Il nous parle de peur, la peur de s'exposer, la peur d'un système influent, d'un réseau conséquent, de moyens suffisants pour exercer des pressions juridiques. Voilà. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais apprendre ici ? Et je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi. Parce que moi, à ce moment-là, très honnêtement, Guillaume Play n'a pas l'air de se laisser faire quand on les attaque. On peut supposer que cette présumée pression dissuade certaines victimes de parler, car beaucoup veulent passer à autre chose et n'ont pas la force de se lancer dans des procès épuisants et financièrement dangereux, quoi. Voici désormais la parole de deux femmes aux témoignages qui se ressemblent. Pour les plus sensibles, je vous affiche des trigger warnings. Je m'attendais pas à une petite anecdote gênante 10 ans auparavant. Et je me préparais psychologiquement à entendre des choses qui potentiellement me feraient me dire putain, il faut vraiment que les femmes elles soient accompagnées, les pauvres, il faut vraiment qu'elles aillent porter plainte. S'il y a une cagnotte, je vais participer. Franchement, on parle de faits super graves. En fait, je m'attendais presque à arriver à un moment où je me dirais mais putain, comment Guillaume Play n'est pas encore en prison ? Et je caricature volontairement, mais c'est vraiment l'attente que cette introduction avait créée chez moi. Et je préfère être très honnête, je ne suis pas en train de dire qu'un fait doit forcément comporter de la violence physique pour être grave. Et je ne suis pas non plus en train de dire qu'une conversation à distance ne peut pas être obscène, choquante et profondément déplacée. Je dis quelque chose qui est beaucoup plus simple. C'est que l'introduction que donne TPZ dans sa vidéo m'a préparé à un niveau de gravité extrêmement élevé. Et donc forcément, quand j'entends la suite, je l'écoute avec cette attente. Et puis les témoignages commencent. Et là, j'ai une descente. Parce que je me suis dit, finalement... En fait, je me suis dit, tout ça pour ça. Et je vais être honnête avec vous. C'est là que j'ai commencé à être agacée. La première vidéo que j'ai faite, je ne pouvais pas vous montrer à quel point cette vidéo m'avait saoulée, parce qu'il fallait que je lui rende justice et que je montre toutes ses forces narratives. Mais à ce moment-là, je viens de passer 1 heure à écouter ce mec me dire « Attends, le plus intéressant arrive ». Je venais de passer plusieurs minutes à entendre parler de peur, de pression juridique, d'harcèlement, de réseau, de moyens, de manuel jazz, de culture, de la pression, de témoins qui auraient peur de parler. Et finalement, qu'est-ce que j'entends ? Des échanges à distance, des captures de conversation, des faits qui remontent aux années 2010 et des rencontres que finalement, lorsqu'elles sont évoquées, se déroulent notamment dans des contextes de groupe.
Et oui, les messages rapportés peuvent être inappropriés, déplacés et dégueulasses si, et je dis bien si, parce qu'à ce stade, nous sommes le 17 août, on n'est pas sûr, si c'est bien Guillaume Play qui les a envoyés. Et donc ça, je ne le minimise pas. Mais pour moi, un échange de messages à distance n'a pas le même niveau de gravité qu'une agression physique, qu'une tentative de coercition, comme il peut y avoir dans ce genre de cas, qu'un chantage, qu'une menace, qu'une violence, qu'une situation où finalement quelqu'un utilise directement son pouvoir professionnel sur une mineure. Et justement, c'est ce qui m'a frappé. Parce qu'en fait, ce que j'ai entendu n'était vraiment pas à la hauteur de l'introduction que j'ai eue. Et ça, c'est mon sentiment. Je ne sais pas si vous avez le même ou s'il est différent. N'hésitez pas à me le dire. Et donc, à partir de là, je me suis posé une question. Mais est-ce que, finalement, quand j'écoute ces témoignages, je vais être amenée à réagir aux témoignages eux-mêmes ou à la manière, finalement, dont on m'a préparée à les recevoir? Et c'est là que l'introduction devient intéressante à analyser. Parce qu'en fait, là, je vais vous montrer un schéma à l'écran. Regardez la trajectoire, en fait. On commence par les témoignages de professionnels, on parle de consensus négatif. Ces récits dessinent ensuite d'un portrait d'un homme. On nous parle d'anonymat, de CPS Limoges, de réseau influent et toutes ces bêtises. Et puis, il y a cette fameuse culture de la pression. Et puis, TPZ nous dit que ce précédent serait finalement le miroir des réticences rencontrées pendant son enquête. Et puis, il nous dit qu'il peut supposer que cette pression dissuade certaines victimes de parler. Et seulement après tout ça, il nous dit, voilà désormais la parole des deux femmes qui témoignent. Et là, elles commencent à parler. Et j'aimerais d'abord remonter un petit peu avant les deux femmes et parler du témoignage des professionnels. Parce que quand on les écoute, en substance, on les entend dire « c'était compliqué ». Faustine Bollard qui dit « je ne garde pas du tout un bon souvenir ». Il y avait des rumeurs, c'était infâme de travailler avec lui. Et moi, j'ai envie de savoir, quand j'écoute ça, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans quelle situation? Avec qui? Dans quelles circonstances? Parce que là, j'ai beaucoup de conclusions, beaucoup de ressentis, mais parfois très peu d'éléments concrets, qui me permettent finalement à moi, en tant que spectatrice, de reconstruire le chemin entre ce qui s'est passé et le jugement qui est porté dessus. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire si ces personnes mentent, ce n'est pas mon travail. Je dis simplement que, en fait, quand quelqu'un vous dit « c'était horrible de travailler avec lui », ça ne vous donne pas l'explication de pourquoi c'était horrible. Et pour moi, ça, c'est une différence fondamentale, en fait. Parce que moi, je ne suis pas une débile. J'ai besoin qu'on m'explique pourquoi on dit les choses si on veut m'orienter à détester quelqu'un. Je ne sais pas pour vous. Et maintenant, et c'est la même question que j'ai posée dans mon premier épisode où je parlais du storytelling essentiellement, c'est pourquoi les femmes à la fin? Car je pense qu'il faut vraiment garder ça parce que c'est une vraie question de structure. Et encore une fois, je ne peux pas affirmer la motivation parce que déjà, je ne suis même pas sûre que c'est TPZ qui était au montage parce qu'il dit qu'il a 7 personnes dans son équipe. Mais voilà, et voilà, donc pourquoi finalement est-ce que les témoignages des deux femmes, en tout cas au moment où on les écoute dans la vidéo, arrivent à 1h10, c'est-à-dire à 11 minutes de la fin de la vidéo. Après qu'on se soit tapé 1 heure. Parce que jusqu'ici, dans cette partie, on parle principalement, en ce qui concerne les premiers témoignages qu'on entend, d'adultes finalement qui racontent leur expérience professionnelle, d'adultes. On parle de collègues, de collaborateurs, des personnes qui ont travaillé avec Guillaume Play. Et puis, c'est à la toute fin, on arrive aux deux femmes qui racontent des faits qui se sont produits lorsqu'elles étaient mineures. Et moi, spontanément, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces témoignages sont rangés dans le même grand bloc déjà ? Parce que quand vous regardez les chapitrages de la vidéo, c'est écrit « Nouveau témoignage » sur Guillaume Play, un truc comme ça, une variante. Je vais vous mettre à l'écran. C'est pas écrit « Témoignage de collaborateurs »,« Témoignage de jeunes filles ». Non. Parce que finalement, on ne parle pas de la même chose. D'un côté, on parle de relations de travail entre adultes et de l'autre côté, on parle de faits impliquant des personnes qui étaient mineures au moment des faits.
Et pour moi, cette différence est suffisamment importante pour que je me demande pourquoi elles arrivent à la fin, après toute cette construction narrative. Moi, j'ai imaginé plusieurs raisons qui ne vont pas dans le sens de TPZ. Peut-être que c'est simplement son choix éditorial. Peut-être qu'il voulait garder ce qu'il considère comme le plus croustillant. Restez avec moi quelques minutes, le croustillant arrive juste après. Peut-être qu'il voulait... j'ai vraiment eu un malaise quand il a prononcé ce mot. Le croustillant arrive. Enfin, on est quand même en train t'es quand même en train de mettre en place des témoignages de femmes qui étaient vulnérables face à un homme plus âgé. Et toi, le mot que tu as choisi, c'est croustillant. Enfin, bref. Et donc, peut-être qu'il voulait juste optimiser son taux de rétention pour ses statistiques YouTube et pour la monétisation globale. Ça, je ne sais pas. Mais c'est précisément parce que je ne sais pas que je trouve que c'est intéressant de regarder ce que cet ordre produit. Parce qu'au moment où les deux femmes commencent enfin à parler, je ne les écoute pas comme si elles arrivaient seules dans la vidéo ou comme si on commençait par elles. Je viens de passer par plusieurs minutes à entendre qu'elles auraient peur, qu'elles pourraient être exposées, qu'il existerait autour de Guillaume Play un système influent, qu'il y aurait des moyens de pression, qu'un précédent avec Manette Jazz permettait de comprendre les réticences rencontrées. Et puis, juste avant qu'elle parle, on me dit que ce sont deux femmes au témoignage qui se ressemblent. Donc oui, mon cerveau a déjà reçu les instructions pour écouter. Et c'est ça que je veux que vous regardiez avec moi. On va pas essayer de savoir si elles disent vrai, parce qu'il n'y a même pas assez d'éléments pour, et vous allez voir. On va se poser la question, comment est-ce que cette vidéo, finalement, me prépare à interpréter leurs paroles avant même qu'elles aient commencé à parler. Parce que moi, en tant que spectatrice, j'ai vraiment vécu quelque chose de particulier. Une montée de tension, une attente de gravité, et puis quand les témoignages arrivent, une descente. Et vraiment, cette sensation de tout ça pour ça. Donc maintenant, on va regarder. Ici, je vais faire quelque chose de différent de ce que fait TPZ dans sa vidéo. Là-bas, les deux commentaires sont régulièrement alternés. On entend quelques dizaines de secondes la première femme, puis TPZ intervient, puis on passe à la deuxième, puis on revient à la première, puis TPZ intervient encore, et ainsi de suite. Et moi, pour analyser cette séquence correctement, je ne veux pas faire ça. Je vais vous présenter chaque témoignage dans son intégralité, dans l'ordre dans lequel il est raconté. Et je vais conserver évidemment les interventions de TPZ parce que justement, ces interventions font partie du matériau que je vais analyser. Mais je ne veux pas seulement savoir finalement ce que racontent les deux femmes, je veux regarder aussi ce que TPZ ajoute entre les différents morceaux de leur récit. Parce que parfois, il ne se contente pas de passer au témoignage suivant, il explique, il reformule, il commente, il attire notre attention sur certains éléments et il nous donne une interprétation. Et si je coupe toutes les interprétations pour vous montrer uniquement les paroles des témoins, je vais supprimer une partie essentielle de ce que je suis en train d'étudier. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va prendre le témoin A du début jusqu'à la fin avec toutes les interventions de TPZ exactement où elles arrivent. Puis on va prendre le témoin B du début jusqu'à la fin et là encore avec toutes les interventions de TPZ. Et seulement après, on les comparera. Parce que je veux d'abord que vous puissiez entendre les deux récits sans que mon analyse vienne immédiatement vous dire ce que vous devez penser. Et ensuite, on regardera ce que TPZ fait de ces récits. Donc on commence par la première témoin. Je vous lis le témoignage en entier, recoupé donc par rapport aux différentes choses qu'elle dit. Donc, mais vous avez l'entièreté. Et donc, c'est une femme qui, en 2012, avait 14 ans. Donc, elle a 28 ans au moment du récit, du témoignage en 2026. Et voilà, elle a un petit accent. À 1h10, donc, on entend dire. Par contre, il le déteste parce qu'il était désagréable. Mais nous, on le déteste. Nous, les filles, on le déteste parce que c'était un prédateur, en fait. J'ai commencé à être fan de Guillaume en 2012. J'avais 14 ans à l'époque. J'étais très naïve. Et bon, moi, je l'ai toujours adoré. Je l'ai toujours adulé, etc.
Et c'est que depuis pas si longtemps, en fait, que j'ai ouvert les yeux en tant qu'adulte et que je me dis qu'en fait, c'est un mec problématique et que je me suis rendu compte que ce qu'il faisait à l'époque, c'était pas normal et qu'il me draguait. Moi, je connais d'autres aussi par message. Il nous posait des questions déplacées alors qu'il avait 30 ans et que nous, on était mineurs. Et donc là, on a l'apparition de TPZ qui dit « Donc on commence comme ça. Tu arrives à 30 ans, tu parles à des jeunes filles de 14-15 ans et tu leur dis « Tu mets du vernis sur ta photo de profil, tu deviens une femme, c'est marrant ?» On continue. La témoin reprend la parole. Et moi, le truc, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais très naïve et que je croyais au prince charmant. Mais maintenant, je trouve ça complètement déplacé et dégueulasse. Moi, ça a commencé, donc j'avais 14 ans. Et comme il disait qu'on ne pouvait enfin que quand je connais en fait, bon, c'est la transcription, excusez-moi, c'est parce que je l'ai vu enfin et j'ai compté, mais je l'ai vu tellement de fois que j'ai perdu le film. Je l'ai vu au moins une 40aine de fois entre 2012 et 2017. Voilà, de mes 14 ans à mes 19 ans. Et tout, j'ai dû le voir entre 40 et 50 fois. Je pense. Donc au début, je venais le voir devant Énergie parce qu'il disait tout le temps à la radio qu'on pouvait passer dire bonjour devant les studios, etc. Et là, TPZ réapparaît. Eh bien, quelle proximité sur les photos, hein? Attendez, c'est pas fini. Parce qu'à l'écran, dans la vidéo, s'affiche une photo de Guillaume Play avec on suppose, une fan. Elle reprend. Et en fait, à force d'y aller, en fait, lui, il donnait beaucoup d'importance à ses fans, surtout aux filles. Et enfin, je pense que du coup, il me reconnaissait. Le fait qu'il me reconnaisse et qu'il fasse des compliments, « Ah, mais ça me fait plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir de te voir. » Eh bien, j'étais complètement piquée et je me disais, « Ah, il m'a reconnue. » Du coup, je me sentais importante. Et là, un commentaire de TPZ. « Tu es trop belle, tu rentres bien sur les photos, trop mignonne sur ta dernière photo. » Donc voilà, on a Guillaume Play, star de la radio, qui aurait écrit ces mots à une mineure lors d'une discussion nocturne à 5 heures du matin. Serait-ce une passion de parler à des mineurs? Donc encore une fois, la nuit sur Snap, Instagram, etc., je me demande. La témoin reprend la parole. Et à l'époque, il y avait Instagram, et donc c'est à cette époque qu'il a commencé à suivre un peu ses fans. Sur Instagram, dont moi maintenant. Du coup, je me rends compte qu'il suivait surtout les filles qu'il trouvait mignonnes. Des années qu'il attend le coup, je crois, que je suis majeure, en me demandant, en attendant. Enfin, c'est super malsain, quoi. Et là, la témoin revient. Et il y a une fois où je suis venue le voir, et cette fois-ci, j'étais toute seule parce que souvent, quand on y allait, on était en groupe à plusieurs. J'avais 17 ans, donc j'étais presque majeure. Et j'avoue qu'à l'époque, comme j'étais folle amoureuse de lui, parce qu'il est très fort, c'est un grand charismatique, j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir 18 ans pour qu'on puisse sortir ensemble. Voilà, j'étais complètement timbrée et Dieu merci, ça n'est jamais arrivé. Mais une fois, j'étais allée devant, j'avais 17 ans. D'ailleurs, j'ai une photo sur Instagram de ce jour-là où il m'avait dit qu'il s'était acheté une voiture. Il m'a dit « Mais je te la montrerai quand tu auras 18 ans. Je t'emmènerai faire un tour. » Et on parlait dans le hall d'Énergie. Et donc devant le mec de l'accueil qui devait se dire « Mais Guillaume Play, c'est vraiment un gros dégueulasse. Hein. » Moi, je me disais « Je suis spéciale à ses yeux. » Alors qu'en fait, il devait dire ça à plein de meufs, en fait. Il voulait juste baiser. Enfin bon, clairement rien à foutre de moi comme de toutes les autres, hein, je pense. Enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de choses à son sujet, comme quoi c'est un pervers narcissique, comme quoi il est horrible avec ses équipes, il fait pleurer les gens. Moi, c'est encore ça qui m'énerve encore plus face au public qui joue les mecs adorables, il a réussi à piéger tout le monde et qu'en fait derrière il est assez exécrable.
J'ai décidé de témoigner sans cacher ma joie parce que Guillaume, en fait, c'est un mec qui se croit tout permis. C'est un mec qui a pris la confiance depuis beaucoup trop longtemps. Et en fait, il faut pas se taire, il faut pas se cacher. Il faut pas avoir peur d'un mec comme lui parce que déjà, l'union fait la force. Et donc, si on est nombreux contre lui, il peut rien faire. Lui. Il se protège derrière ses avocats, je ne sais pas comment dire. Il faut pas accepter sa position de victime. Faut montrer que on sait ce qu'il a fait. C'est un gros dégueulasse, hein, et qu'on n'accepte pas en fait. On veut plus le laisser faire. En fait, si on ne dit rien, si on se cache, il y a des gars, des mecs comme lui, qui vont continuer pour montrer qu'on n'accepte plus ce genre d'attitude de prédateur qui à 30 ans va draguer des petites mineures sur les réseaux sociaux. Voilà, si on se tait, il n'y a rien qui va changer en fait. 3, 2, 1. Bon, la première chose qui me frappe dans ce témoignage, c'est qu'elle commence par quelque chose de très clair. Elle explique qu'à l'époque, elle avait 14 ans, qu'elle était fan de Guillaume depuis 2012 et qu'elle était très naïve, qu'elle admirait énormément. Et donc, dès le départ, on a 2 temporalités. Il y a la jeune femme de 14 ans qui vit les événements et il y a la femme de 28 ans qui les réinterprète aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important parce que son témoignage n'est pas seulement pour nous dire ce qui s'est passé en 2012, c'est également, voilà comment je comprends ce qui s'est passé en 2012. Et c'est pas la même chose. À 14 ans, elle se décrit elle-même comme naïve. Elle dit qu'elle était très naïve. Et voilà. Et après, personnellement, je ne vais pas lui reprocher d'être naïve parce qu'à 14 ans, on était tous naïfs. On n'est pas censé avoir une connaissance parfaite des mécanismes de séduction, des rapports de pouvoir entre les adultes et les adolescents, les conséquences possibles d'une relation avec un adulte de 30 ans. Sinon, il faudrait en fait commencer à enseigner comment détecter un adulte problématique en 6e en fait. Et je pense pas que c'est au programme de l'éducation nationale. Et donc, c'est pas mon rôle en fait de regarder une gamine, enfin d'écouter une gamine de 14 ans et de gérer. C'est pas le rôle d'une gamine en fait de gérer un homme de 30 ans. La responsabilité dans une relation de ce type appartient d'abord à l'adulte. Mais justement, cette naïveté qu'elle décrit est importante pour comprendre son propre récit parce que elle dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'à l'époque, les choses ne la dérangeaient pas. Et aujourd'hui, elle les regarde différemment. Donc, il faut constamment distinguer ce qu'elle ressentait à 14 ans de ce qu'elle pense aujourd'hui. Les premières choses qui m'ont interpellée, c'est les rencontres répétées. Elle explique ensuite qu'elle est venue le voir énormément de fois, entre 40 et 50 fois, entre 2012 et 2017, donc entre ses 14 ans et ses 19 ans. Et ça, c'est un élément de contexte qui est très important parce qu'on n'est pas face à une interaction isolée. Elle raconte une relation de fan qui s'est répétée sur plusieurs années. Elle venait devant Énergie, donc là où il travaillait, dans le 16e, là, derrière... alors j'ai oublié la rue exacte parce que j'habitais juste devant Avenue de Versailles. Mais j'ai oublié le nom, mais ça me sort là. Vous me direz, ceux qui s'en souviennent. Elle le voit, elle le reconnaît, elle lui parle, elle lui fait des compliments, elle arrive et elle le reconnaît encore. Et donc ça crée progressivement une forme de familiarité. Et elle explique très clairement l'effet que cette familiarité produisait sur elle. Il m'a reconnue et donc je me sentais importante. Et donc ça, c'est son expérience. Et c'est probablement l'une des parties les plus fortes de son témoignage parce qu'elle décrit finalement un mécanisme émotionnel concret. Elle était adolescente, admiratrice d'une personne connue et cette personnalité la reconnaissait personnellement. Évidemment, ça pouvait avoir beaucoup plus d'importance pour elle. Et c'est là que TPZ intervient. Ah bah oui, faut qu'il la ramène. Et là, TPZ commence immédiatement à intervenir parce qu'il dit donc on commence comme ça. Puis il reformule la situation en mettant immédiatement au premier plan 30 ans, jeune fille de 14 ans, message, vernis, tu deviens une femme. Et c'est là que je vous dis que son rôle n'est pas anodin, n'est pas innocent. C'est parce que le témoignage venait de présenter une succession de rencontres et la perception d'une adolescente. Et TPZ, lui, recompose immédiatement le matériau autour d'une autre question. Que signifie le comportement de cet homme adulte envers les adolescentes?
Et ce n'est pas une fausse question. Ce n'est pas seulement le témoignage, c'est l'interprétation de TPZ. Et c'est pour ça que je reprends la formule que j'avais déjà prise dans le premier épisode où j'analysais son storytelling. TPZ, il est à la fois auteur, avocat et juge. L'auteur parce que c'est lui qui sélectionne comment va être raconté le récit, qu'est-ce qui va être dit. L'avocat parce qu'il construit l'argument et le juge parce qu'il commence déjà à nous dire comment regarder les événements et les éléments. Bon, on retourne sur le récit, on en arrive aux compliments. La première témoin explique ensuite qu'elle recevait des compliments et là encore, il faut être extrêmement précis. Elle rapporte des phrases du type « ça me faisait plaisir que tu sois là ». Et elle explique comment ça lui faisait se sentir particulière. Et puis TPZ affiche d'autres éléments, notamment les compliments comprenant son apparence. Et derrière, il enchaîne avec franchement une formulation extrêmement chargée. Hein. Star de la radio, mineur, discussion nocturne à 5 heures du matin. Et puis, serait-ce une passion de parler à des mineurs, à des filles mineures? Voilà. Et là, il faut vraiment s'arrêter. Parce que cette phrase, elle n'est pas innocente. Quand il dit « serait-ce une passion ?» C'est pas une question neutre, en fait, surtout avec le mot « passion ». Parce que c'est une question rhétorique. Et en fait, c'est une question à laquelle, finalement, c'est le spectateur qui doit répondre. Et pourquoi il a choisi le mot « passion » à votre avis? Il veut en fait suggérer dans la tête du spectateur une conclusion sans avoir à l'affirmer directement. Parce que c'est plus pratique pour lui. Il ne peut pas juste dire Guillaume Pley aime parler aux filles mineures. Tu vois? Il dit serait-ce une passion de parler à des filles mineures? Et donc le spectateur fait lui-même le dernier bout de chemin. Et ensuite, quand il affiche les photos, et on voit une photo finalement d'un mec qui pose avec une femme. Je pense qu'il a la main sur son épaule, un truc comme ça. Je vais voir si je vous retrouve la photo, je la mettrai à l'écran. Et à un moment, TPZ, il regarde cette photo et il dit « Ah, bah quelle proximité sur les photos, hein! Attendez, c'est pas fini. » Et là encore, on a un mécanisme narratif qui est fascinant. Enfin, c'est une photo anodine. Hein. Il n'y a aucun geste déplacé sur cette photo. En plus, ils sont dehors. Je pense que je reconnais où ils sont exactement. Ils sont devant Énergie, littéralement. Parce que je vois bien les locaux. Je passais devant quasiment tous les jours. En fait. Genre, il n'y a rien sur la photo. Mais il rajoute quand même quelle proximité sur les photos, hein, au fait. Et parce qu'une photographie qui montre simplement deux personnes, ça ne lui suffit pas. Quand un enquêteur commence à dire quelle proximité, le spectateur se met à regarder la photo autrement. Et on commence à chercher la distance entre les corps, la position, le regard, la posture, le geste. Enfin, on commence à chercher le petit truc, la petite bête. Et donc, même la photo, qui est passée 10 secondes dans la vidéo, devient un objet à interpréter. Et là encore, on est dans la chose qui m'a le plus agacée avec sa vidéo, et sur tous les sujets pour décomposer cette maudite vidéo, c'est qu'il est toujours en train d'orienter ce qu'il montre, les faits, ce qu'on devrait penser. Si on revient encore au témoignage, si on veut être honnête, parce qu'il faut regarder ce qui complique la lecture, la témoin dit qu'elle avait continué à venir chez Guillaume pendant des années. Elle dit qu'elle l'a vu des dizaines de fois, qu'elle était amoureuse. Elle dit qu'elle voulait être avec lui. Elle raconte qu'à 17 ans, elle avait hâte finalement d'avoir 18 ans pour pouvoir éventuellement sortir avec lui. Et donc son récit contient une donnée intéressante en fait, contrairement à ce qu'on nous a laissé croire dans la vidéo là. C'est elle qui désirait elle-même cette proximité. Je ne suis pas en train de dire que cette relation est automatiquement acceptable, mais ça permet de comprendre la dynamique émotionnelle qu'elle décrit elle-même. Parce qu'elle n'était pas simplement une adolescente terrorisée qui essayait de s'éloigner d'un homme qui ne voulait pas la laisser partir, qui était obsédée. Dans son récit qu'elle donne, elle était aussi une fan, fascinée, amoureuse,
en attente et désireuse finalement que quelque chose se passe lorsqu'elle serait majeure. Parce que sinon, on ne raconte plus son témoignage, on commence à fabriquer un autre récit à partir de son témoignage. Parce qu'ensuite, elle raconte qu'à 17 ans, elle le voit seul et elle explique qu'elle était folle amoureuse, qu'elle le trouvait charismatique et voilà. Et elle sort cette phrase que Guillaume lui aurait dit, qui est « Je te montrerai ma voiture quand tu auras 18 ans, je t'emmènerai faire un tour. » Voilà. Et aujourd'hui, dans son récit, elle nous dit qu'elle trouve ça malsain. Elle pensait qu'elle était spéciale à ses yeux. Et ce qu'elle imagine et ce qu'elle voit aujourd'hui, c'est qu'elle suppose qu'il voulait simplement coucher avec elle. Quand elle dit, il voulait juste baiser, quoi. Enfin, ça, ce n'est pas un fait. C'est son interprétation. De la même manière, lorsqu'elle imagine ce que devait penser le réceptionniste devant Énergie, il devait se dire Guillaume Play est un gros dégueulasse. Ce n'est pas le témoignage du réceptionniste. C'est son imagination de ce que pensait le réceptionniste. Mais il y a des gens, ils ont juste entendu le mot dégueulasse. Et ils ont retenu ça. Mais ils ont oublié qu'elle a dit « je pense » à la fin. Et là, elle nous donne elle-même le signal qu'elle ne sait pas, qu'elle est en train d'interpréter. Et après ça, du coup, tout son témoignage finit par se fragiliser en fait. Parce qu'au départ, elle nous donne beaucoup de choses qui sont très concrètes. Son âge, où elle allait devant Énergie, le fait qu'elle ait vu des dizaines de fois, qu'il la reconnaissait, qu'il lui faisait des compliments, qu'elle se sentait importante, gna gna gna. Et ensuite, le récit se dilue dans il suivait uniquement sur Instagram les filles qu'il trouvait mignonnes. Je paraphrase. Et moi, ma question quand j'entends ça, c'est mais comment elle sait? Est-ce qu'elle était là à regarder tous les jours les gens qu'il suivait? Comment? Est-ce que c'est elle qui a observé ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a été dit? Qu'est-ce que lui a dit? Et pourquoi est-ce qu'elle en déduit quelque chose? Parce que quand elle dit il suivait les filles, et il suivait surtout les filles qu'il trouvait mignonnes, c'est pas la même information, vous voyez? Parce que la première, c'est une observation. La seconde suppose de connaître la raison pour laquelle, en fait, il suivait cette personne. Et à aucun moment, elle ne nous démontre ça. Ensuite, elle dit en substance qu'il aurait, Guillaume Play, attendu qu'elle soit majeure, et là encore, pour faire ce qu'elle pense qu'il voulait faire. Et là, c'est une interprétation, parce qu'on ne connaît pas l'intention de Guillaume. On ne sait pas pourquoi il l'aurait attendu. On ne sait même pas si cette attente aurait été réellement une attente au sens où elle entend. Et moi, je pourrais très facilement produire une autre hypothèse, en fait. Peut-être qu'il y avait de l'attirance. Peut-être qu'il savait qu'elle était mineure. Peut-être qu'il considérait simplement qu'il devait respecter la loi. Tu vois ? Qu'il devait respecter cette limite à cause de son image, des conséquences, de sa conscience. Ou alors pour une autre raison, j'en sais rien. Et justement, j'ai pas besoin de choisir une hypothèse et de la transformer en fait. Et ça, c'est la différence entre une analyse et un procès. Parce que la question à laquelle on peut vraisemblablement répondre, ce n'est pas qu'est-ce que Guillaume Play pensait dans sa tête par rapport à cette jeune femme. La question pertinente, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a effectivement fait? Parce que la loi, je suis désolée de vous dire ça, et la morale régule les comportements, pas les pensées. Et c'est là que TPZ doit être jugé sur sa méthode, parce que TPZ fait parfois l'inverse. Il prend un comportement, il ajoute le contexte, puis une interprétation, puis une question rhétorique, et le spectateur reçoit l'ensemble comme une seule information. Mais ce n'est pas une seule information, c'est une chaîne. Il y a d'abord un fait, puis une interprétation, puis une hypothèse, et puis une conclusion. Et en fait, si tu ne sépares pas les quatre, tu donnes au spectateur l'impression que la conclusion est contenue dans le fait initial, alors qu'elle a été construite entre les deux. Et ça, pour un enquêteur, c'est précisément ce qu'il faut examiner, en fait. Et le plus important, et là, je ne suis pas en train de dire qu'elle ment, c'est que, d'ailleurs, je ne suis même pas qualifiée pour savoir si elle ment en vrai.
Moi, je suis en train de vous dire que quelque chose de très simple, c'est que son témoignage mélange plusieurs catégories d'informations. Il y a ce qu'elle a personnellement vécu, ce qu'elle se rappelle, ce qu'elle ressentait à l'époque, ce qu'elle ressent aujourd'hui en tant que femme de 28 ans, ce qu'elle pense avoir compris après coup, ce qu'elle suppose des intentions de Guillaume et ce qu'elle suppose du comportement de Guillaume avec d'autres filles et ce qu'elle imagine que pensaient d'autres tiers à ces moments-là. Et je suis désolée pour vous, tout ça, ça n'a pas la même valeur démonstrative. Et aussi quand elle dit dans son témoignage, aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Ok. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette ouverture des yeux en fait? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché cette relecture? Est-ce simplement le recul avec l'âge? Est-ce que c'est le contexte actuel? Est-ce qu'elle a vu d'autres témoignages? Est-ce qu'elle a découvert certaines choses? En fait, est-ce que cette ancienne histoire lui est revenue en mémoire? En fait, est-ce qu'elle avait gardé une blessure, une frustration ou une déception liée au fait qu'elle espérait quelque chose qui ne s'est jamais produit? Parce qu'elle dit elle-même qu'elle était amoureuse, qu'elle espérait vite avoir 18 ans pour se mettre en couple avec lui. Et aujourd'hui, on sait, enfin a priori, je ne sais pas s'il est marié officiellement ou en couple simplement, vous me direz, mais Guillaume, il est avec une femme, il a 2 enfants, je crois. Et donc, elle revient peut-être sur cette période avec un regard différent. Est-ce qu'on entend là le récit d'une déception, une femme qui vit une déception amoureuse et ça participe finalement à sa relecture rétrospective. Et je ne suis pas en train de dire que son témoignage est faux. Encore une fois, je ne suis pas qualifiée pour le faire. En tout cas, j'ai ma petite idée, mais en tout cas, je vous laisse quand même me suivre et vous donner l'occasion de construire la vôtre, maintenant que vous aurez juste les faits et pas le bruit. Parce que pour moi, les deux peuvent coexister. En fait, une personne peut avoir réellement vécu quelque chose et lui donner 15 ans plus tard une signification différente, en fait. Et c'est justement pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la temporalité du commentaire. Et là, je vais être un peu méchante avec TPZ parce que finalement, ce qui m'intéresse presque davantage que le témoignage lui-même, c'est ce que TPZ en fait. Regardez la mécanique. La témoin apporte une histoire personnelle. TPZ apporte une qualification. Elle montre une photo. TPZ attire l'attention sur la proximité. Elle raconte des messages. TPZ souligne l'âge, l'heure, le contexte. Elle parle de son propre ressenti. TPZ élargit finalement vers une pratique supposée concernant d'autres filles. Elle parle de ce qu'elle pense aujourd'hui. TPZ construit une continuité narrative. Et progressivement, finalement, on passe de voilà ce que cette femme raconte avoir vécu, voici ce que cette femme prouve sur Guillaume Pley. Et ce n'est pas la même proposition de valeur. Et c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il est à la fois auteur, avocat et juge de son propos. En fait, il est auteur parce qu'il a construit le récit, il est avocat parce qu'il sélectionne les éléments qui renforcent sa thèse et accompagne finalement une lecture. Et il est juge parce qu'il tranche ensuite sur ce que ces éléments doivent signifier. Et le problème en soi, c'est même pas qu'un enquêteur ait une hypothèse, il en a toujours. Le problème, c'est quand l'hypothèse et les éléments qui sont censés la démontrer sont en train d'être mélangés et on ne sait plus exactement où s'arrêtent finalement les éléments et où commence l'hypothèse, et etc. Où est-ce que l'un commence, où est-ce que l'autre finit. Et ça, c'est ce qu'on va regarder dans toute la série sur l'analyse de cette putain de vidéo que vous appelez enquête. Et si je devais conclure, finalement, qu'est-ce que ces témoignages nous apportent réellement? Parce que si je retire toutes les qualifications de TPZ, toutes les hypothèses et toutes les interprétations, il reste quelque chose de beaucoup plus simple. Une adolescente de 14 ans qui était très femme d'un homme de 30 ans. Elle l'a rencontré plusieurs fois sur plusieurs années. Elle dit qu'il la reconnaissait. Elle dit qu'il lui faisait des compliments. Elle dit qu'il lui écrivait des centaines de messages qu'elle considère aujourd'hui comme déplacés. Elle dit qu'elle était amoureuse de lui. Elle dit qu'à 17 ans, elle espérait pouvoir sortir avec lui à sa majorité. Elle rapporte qu'il lui aurait dit qu'il lui montrerait sa voiture lorsqu'elle aurait 18 ans.
Et aujourd'hui, à 28 ans, elle considère rétrospectivement, certains de ses comportements comme malsains et problématiques. Ça, c'est son témoignage. Et là, il est déjà suffisamment intéressant comme ça. Il n'a pas besoin qu'on lui rajoute 15 couches d'interprétation. Et c'est là pour moi qu'elle se met une balle dans le pied en fait. Elle se tire une balle dans le pied, décidément. Parce que paradoxalement, elle avait probablement un témoignage beaucoup plus fort que ce qu'elle ne donne en fait. J'avais 14 ans, il m'a rencontré dizaines de fois, ça suffit. Mais non, quand elle commence à nous dire qu'il suivait surtout des filles mignonnes, comment tu le sais, il attendait que je sois majeure, t'es dans sa tête, t'es de 20, il voulait juste baiser, qu'est-ce que t'en sais? Le réceptionniste devait se dire que, voilà, on ne sait plus où on en est. Et donc si je devais conclure par rapport à ce commentaire, il est personnel, il est chronologique, il contient souvent des souvenirs du moins qui sont précis, des rencontres répétées, des phrases, des situations concrètes et surtout beaucoup de contexte sur ce qu'elle ressentait elle-même. Mais plus elle avance, plus elle mélange ce qu'elle sait, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle interprète, ce qu'elle suppose des intentions de Guillaume, ce qu'elle imagine que d'autres personnes pensaient. Et à partir de là, son témoignage est beaucoup moins convaincant. Parce que si elle voulait juste nous convaincre de quelque chose, elle s'est tirée une balle dans le pied en fait. Et c'est presque dommage, parce qu'elle n'en avait pas besoin. Parce que son propre récit était déjà suffisamment intéressant pour qu'on puisse se poser des questions sans lui faire dire davantage sur ce qu'elle dit réellement. Et surtout, moi, le deuxième problème que j'ai avec ce témoignage, c'est parce que c'est par rapport à TPZ. Lui aussi doit distinguer ce qu'il sait de ce qu'il déduit. Lui aussi doit distinguer un témoignage d'une interprétation. Et lui aussi doit distinguer un fait d'une hypothèse. Et lui aussi, il doit nous montrer où s'arrête le matériau et où commence son commentaire. Parce que sinon, on revient exactement à la même formule. Auteur, avocat et juge. Et donc, si tu veux être enquêteur, mon gars, à un moment donné, va falloir accepter qu'on enquête aussi sur ton enquête, en fait. À un moment donné... Maintenant, je vais vous lire le deuxième témoignage de la jeune fille. Donc celle-ci, elle est née en 2000 et elle a 26 ans au moment des faits. Ça commence. Pour moi, le contexte, donc j'écoutais ces émissions de radio depuis 2014. Donc il faut savoir que je suis née en 2000 et donc j'avais 14 ans. À l'époque, il faisait des visites de studio. J'avais l'occasion d'y aller puisque mes parents, on allait à Paris avec mes parents et donc j'avais 15 ans. Quand je suis allée visiter les studios et donc Guillaume faisait visiter, on était un petit groupe et on faisait... Et en fait, à partir du moment où il m'a vue, on va dire dans les studios d'énergie à 15 ans, on va se dire, il a commencé à avoir une approche différente avec moi. Et en fait, il a commencé à m'envoyer des messages privés pendant plusieurs mois. Et en fait, il faut savoir qu'il faisait des événements, souvent des meet-up. Et en fait, à chaque fois, du coup, il m'envoyait des messages. J'étais fan de ce qu'il faisait, etc. Donc, j'étais super contente que d'avoir cette proximité, on va dire, avec la personne que j'admirais à l'époque, quoi. Vraiment, ça dure de mes 15 ans à mes 19 ans, on va dire, où il m'envoyait régulièrement des messages avec des compliments en disant que j'étais super jolie, qu'en gros, il avait hâte que j'ai 18 ans aussi, et donc de manière très peu subtile. Mais voilà, c'était vraiment, j'ai dit, j'ai hâte que tu... Il disait, j'ai hâte que tu sois majeure. Et on sait tous pourquoi il me disait ça. Tous les ans, quasiment, il me demandait, tu as quel âge maintenant? C'était très étrange d'ailleurs avec du recul. J'ai réalisé que c'était extrêmement grave très tard parce que je ne sais pas, pendant des années, j'étais un peu, j'y pensais pas forcément, je continuais ma vie, mais je pense vers 2021-2022, je me suis vraiment dit, ouais, là avec le retour, tout ce qui s'est passé, vraiment c'est border quoi, on va dire. Sachant que
on avait 14 ans d'écart, donc quand j'avais 15 ans, il avait déjà presque la trentaine, enfin un peu moins, mais voilà. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a envoyé des messages extrêmement explicites, très très explicites. Il a voulu qu'on se voie. En tant que fille de 14-15 ans, et on a aussi cette faiblesse et cette admiration. Et lui s'en servait beaucoup pour avoir ce qu'il voulait, je pense, au final. Moi, à titre personnel, j'ai jamais accepté ses avances. Je ne l'ai jamais vu seul. J'avais quand même cette conscience de me dire que c'est pas normal. J'ai eu cette chance. Je pense ne jamais l'avoir vue toute seule et jamais avoir accepté ses avances de rendez-vous. On va dire, j'avais pas forcément envie de ces demandes de rendez-vous. On va dire même que quand j'ai eu 18 ans, j'ai pas forcément envie. Du coup, peut-être 6 mois après mes 18 ans, il me parlait toujours. Hein. Il a su que j'avais 18 ans et en fait, il m'a proposé qu'on se date. En fait, tout simplement, et il était déjà en couple à l'époque, déjà avec sa femme. Il m'a proposé de venir me chercher, qu'on aille au restaurant tous les deux et qu'après, il me redépose, etc. Bon, voilà. Il m'a proposé un date, littéralement, et il m'a dit que je trouve... il m'a dit des choses que je trouve extrêmement salaces, pour le moment. Il m'a dit, je pense qu'on aura très envie de s'embrasser. C'est ça qui m'a fait le déclic de, ah ouais, non, c'est face, c'est pas mal du tout. Du coup, il n'y a plus du tout de contact entre nous parce que vraiment, ça m'a pas traumatisée, hein, mais enfin, je vais bien à l'heure actuelle, mais ça m'a vraiment dégoûtée. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la personne qu'il était depuis toutes ces années. Tout ce qu'il faisait depuis des années, plus ce truc, quoi. Moi, j'ai eu la clarté d'esprit, la super bonne idée de, en fait, pendant qu'il me parlait sur Snap, il était très malin. Il me disait, c'est qu'il me parlait sur Snap, et donc forcément, les messages s'effacent au bout de 24 heures. Il se supprimait. Il savait rien de ce qu'il faisait. Il savait bien ce qu'il faisait. Et en fait, j'ai pensé enregistrer certains messages. En fait, il m'appelait beaucoup ma baby, ma jolie, ma beauté, avec des emojis et tout. Et j'ai fait une photo de la discussion avec un autre téléphone. Et là, nous avons l'interruption de TPZ. Ma jolie, ma baby, ma cerise sur le gâteau. Si tu veux qu'on continue à s'écrire, efface s'il te plaît, j'aurai pas confiance. Sinon, comment te comporterais-tu avec des adolescentes sur ce screen à 30 ans? Pourquoi ne veux-tu pas qu'elles enregistrent ces messages que tu leur envoies? Aurais-tu quelque chose à cacher? Reprise de témoignage de la deuxième témoin. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe de me dire « Ok, je prends en photo, ça fait des preuves, etc. » Et en fait, ce qui est bien sur le screenshot que j'ai, c'est qu'on voit vraiment les dates, les jours. Il m'a envoyé du coup les ma baby, nanana, etc. Je pense qu'il a eu conscience que c'était vraiment pas top ce qu'il faisait, mais malgré tout, il le faisait, quoi. Il se sentait très bien parce qu'il arrivait à ce que ça sorte pas trop, enlève les messages, non pas la personne. Et en fait, le problème de Guillaume Play, c'est que au premier abord, il a l'air extrêmement gentil, très bienveillant, à l'écoute, et c'est le piège. C'est que, comme on dit, on ne peut pas savoir en regardant quelqu'un au premier coup d'œil. C'est aussi pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'est toujours pas tombé et que c'est compliqué pour les victimes de faire entendre les voix quand on est face à une personne, un personnage public comme ça, qui est globalement apprécié par tout le monde. Et là, TPZ reprend la parole. L'image de gendre idéal de Guillaume Play et sa longévité dans l'industrie de la radio nous constitue une image positive et extrêmement dure à contrebalancer avec toutes les personnes qui ont témoigné dans cette vidéo, nous présente un autre visage et il y en a peut-être d'autres qui gardent le silence. La témoin reprend son témoignage. Et maintenant,
qu'on a les réseaux sociaux, je pense que c'est hyper important de pouvoir parler et éliminer ces parasites finalement parce que ça crée des traumas, ça crée des femmes qui sont pas dures, leur peau, enfin désolé c'est la transcription, décennies parce qu'elles en parlent pas forcément. La honte c'est du côté des hommes justement qui font ce genre de choses et il y en a énormément, c'est même souvent ce qu'on soupçonne pas forcément. La parole est peut-être aussi remise en question, mais malgré tout, faut pas lâcher. Dans tous les cas, c'est rarement qu'une seule victime. Il y a toujours plusieurs victimes, toujours plusieurs personnes qui ont vécu des choses similaires. Et je pense qu'à prendre le courage d'en parler, je pense que ça fait du bien à la personne et ça fait aussi du bien à d'autres personnes qui peuvent se lancer du coup. Ça peut faire comme un effet boule de neige en fait. Plus il y aura de personnes, plus la personne tombera facilement, moins il y aura de victimes. Parce que ce genre de personnes, quel que soit leur âge, le temps qui passe, etc., elles n'arrêteront jamais de faire des victimes, on va dire donc. Fin du témoignage. J'espère que vous avez bien écouté. J'ai essayé de ralentir justement pour vous permettre de bien entendre, mais sinon vous pouvez toujours aller dans la vidéo de TPZ comme je vous ai dit. Ça s'entrecoupe entre le premier et le deuxième commentaire, mais c'est à partir de 1h10 que ça commence. Et vous allez voir que vous entendez en général la majorité deux voix distinctes qui s'interchangent. Et donc cette deuxième témoin anonyme, elle dit qu'elle est née en 2000, 26 ans, ok. Et elle commence par poser le contexte. Elle explique qu'elle écoutait les émissions de Guillaume, quand elle avait 14 ans, et qu'elle était allée voir les studios d'énergie avec ses parents lorsqu'elle avait environ 15 ans, et qu'à partir de cette visite, elle situe les débuts de ce qu'elle considère comme une relation particulière. Elle dit, à partir du moment où il m'a vue dans les studios d'énergie à 15 ans, on va dire, il a commencé à avoir une approche différente avec moi. Puis elle explique comment il a commencé à lui envoyer des messages privés pendant plusieurs mois. Et elle ajoute quelque chose d'important. Guillaume organisait régulièrement des événements et des meet-up et lui envoyait des messages à ces occasions. La première question, c'est jusque-là, finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a un homme qui travaille dans la radio, une adolescente qui est fan de son émission, une rencontre dans les studios, puis des messages privés, des invitations et des informations concernant les événements et une proximité qui s'installe. Est-ce que c'est suspect à ce stade ? Non. Est-ce que c'est parfaitement normal ? Pour l'instant, on ne peut pas conclure quoi que ce soit. Parce qu'il manque le contenu des échanges, en fait. Il lui écrivait des messages, il pouvait simplement lui parler des événements, il pouvait apprécier sa présence, il pouvait vouloir qu'elle ramène d'autres personnes, parce que c'est aussi son métier, d'attirer du monde et de montrer qu'il est populaire. Il pouvait entretenir une relation avec une femme particulièrement fidèle. En fait, il peut y avoir autre chose, mais à ce stade, on ne sait pas. Et c'est ça le problème que je vais rencontrer pendant tout ce témoignage. C'est qu'on me demande constamment de conclure quelque chose que les éléments présentés ne permettent pas de conclure. Quand elle dit « j'étais fan, j'étais super contente d'avoir cette proximité », elle précise elle-même qu'elle était fan de ce qu'il faisait et qu'elle était très contente de cette proximité avec la personne qu'elle admirait. Et ça, c'est très important. Parce qu'elle ne raconte pas une relation qu'elle aurait vécue comme quelque chose qui est immédiatement inquiétant. Elle raconte quelque chose qui, à l'époque, lui faisait plaisir. Et ça va durer de ses 15 ans à ses 19 ans. Elle dit qu'il lui envoyait régulièrement des messages, des compliments, qu'il lui disait qu'elle était jolie. Elle affirme qu'il lui disait également de manière plus ou moins subtile qu'il avait hâte qu'elle ait 18 ans. Et elle précise vraiment, c'était vraiment dit, j'ai hâte que tu sois majeur. Bon, finalement c'est précis, mais si la formulation est exacte, en fait, il faut la regarder de près. Elle dit, juste après, on sait tous pourquoi il me disait ça. Non, cocotte, on ne sait pas pourquoi il te disait ça. Et c'est ça le problème, on sait pas tous pourquoi. On n'était pas avec vous. Peut-être que certains ont une petite idée maintenant que vous m'écoutez, mais on n'est pas dans la tête de Guillaume.
Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut observer. Il lui disait qu'elle était jolie, il lui demandait son âge, il disait qu'il avait hâte qu'elle soit majeure. Ces comportements peuvent être interprétés, mais l'intention exacte derrière chacun d'entre eux doit être démontrée. Et c'est là que j'ai envie de lui dire, mais attends, tu nous demandes d'interpréter à ta place, tu nous donnes les éléments, très bien, mais laisse-nous déterminer ce qu'ils signifient. Tous les ans, elle dit, tous les ans, il me demandait quel âge j'avais. Elle ajoute quasiment chaque année, ah, tu as quel âge maintenant? Et avec le recul, elle trouve ça étrange. Et là encore, il faut séparer deux choses. Ce qu'elle rapporte, il lui demandait régulièrement son âge, et ce qu'elle en déduit, cette répétition était étrange et avait probablement une intention derrière. Et la première chose est parfaitement compréhensible, finalement, comme un élément du témoignage, en fait. Mais la seconde, c'est une interprétation. Et c'est là qu'on retrouve une question qui traverse toute cette séquence. Pourquoi lui demander son âge est-il en soi une preuve de ce qu'il voulait faire? Parce que si on a d'autres messages qui permettent d'établir un lien entre ces personnes et une intention sexuelle, très bien. Mais si on n'a que « il me demandait mon âge », on n'en sait rien. Plus tard dans son témoignage, elle dit « j'ai réalisé que c'était extrêmement grave ». Et là, j'ai envie qu'on ralentisse parce que cette phrase arrive finalement avant que nous ayons véritablement appris quelque chose de précisément grave. C'est-à-dire qu'elle explique qu'elle a réalisé ça tard, vers 2021-2022, selon elle. Elle dit qu'avec le recul, tout ce qui s'était passé lui semblait vraiment borderline. Et elle rappelle l'écart d'âge qu'ils avaient 14 ans d'écart. Elle, 15 ans, lui, presque trentenaire. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est finalement, qu'est-ce qui était borderline? Quel message? Quelle phrase? Quel comportement? Quelle proposition? Quelle action? Parce que pour l'instant, elle nous dit simplement, il m'écrivait, il me complimentait, il me demandait mon âge et aujourd'hui, je trouve ça grave. Mais entre un comportement décrit et une qualification extrêmement grave, il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas fait, la démonstration. Et il y a encore une autre étape, parce que là, vous allez dire peut-être que j'exagère. Regardez ce qu'elle dit après. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a envoyé des messages extrêmement implicites, très, très explicites. Et là, moi, je me dis, ils sont où les messages? Parce que la vidéo de TPZ affiche des captures d'écran, mais dans ce que nous voyons, des messages explicitement sexuels dont elle parle ne sont pas montrés. Vous pouvez aller regarder. Donc, nous avons donc ce qu'elle affirme avoir reçu, nous avons ce qu'elle qualifie d'extrêmement explicite, mais nous n'avons pas ce qu'il contenait. Et ça, c'est une différence fondamentale, parce qu'une enquête peut évidemment rapporter le témoignage d'une personne, mais si un élément est présenté comme particulièrement important, le spectateur devrait pouvoir, lorsque c'est possible, examiner la pièce elle-même. Elle dit avoir conservé certaines captures plus tard dans son témoignage, et donc la question devient simple. Pourquoi on ne voit pas ces messages qui sont justement censés être les plus explicites? Peut-être parce qu'elle ne les possède plus, peut-être parce qu'elle les a supprimés, peut-être parce qu'elle ne souhaite pas les montrer. Elle protège notre pudeur, on ne sait pas. Peut-être qu'ils n'ont jamais été obtenus. Mais il y a trop de possibilités en fait. Et donc il faudrait qu'elle nous dise simplement, ils m'ont envoyé des messages extrêmement explicites dans cette vidéo. Et ça, c'est une affirmation de la témoin. Mais ce n'est pas une pièce que le spectateur peut examiner. Et d'ailleurs, elle fait même une distinction, et là, ça va être important, entre elle avant et après 18 ans. Parce que son récit nous dit quelque chose de très précis. Les messages explicitement sexuels dont elle parle arrivent lorsqu'elle a 18 ans. Donc, si elle-même distingue cette période qui précédait, pourquoi est-ce que nous, en fait, on nous demande de tout fusionner? Ou du moins, si vous m'écoutez, pourquoi vous fusionnez le tout? Parce qu'avant 18 ans, les messages, les compléments, les questions sur l'âge, les événements, et après 18 ans, les messages qu'elle décrit comme explicites et une proposition de rendez-vous. Voilà. Et on peut trouver en fait que le fait qu'il attendait qu'elle ait 18 ans malsain. Vous avez le droit de le penser, et même moi je le pense, il n'y a pas de souci. Si c'est vrai, parce que encore une fois, on n'est pas sûr à ce stade.
C'est normal que ça nous mette mal à l'aise. Mais en fait, moi, j'ai envie de vous poser quand même une question qui va vous énerver. Et je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir remixer cette partie. C'est, est-ce qu'il vaut mieux un homme qui commence à avoir une relation sexuelle ou romantique avec une adolescente de 14 ans ou 15 ans, ou un homme qui attend qu'elle soit majeure avant d'exprimer explicitement ses intentions? Parce que moi, je ne sais pas pour vous, j'ai une petite fille qui a 3 ans aujourd'hui. Je préfère la deuxième option, perso. On n'est toujours pas dans l'idéal, mais quitte à choisir entre la gale et le choléra, je rigole, mais on a compris, c'est sarcastique. Parce qu'en fait, respecter la majorité légale, finalement, vouloir le faire, ce n'est pas une faute. Et dans le récit tel qu'il est présenté, les comportements explicitement décrits comme romantiques ou sexuels interviennent lorsqu'elle est déjà majeure. Est-ce que ça veut dire que tout ce que Guillaume Pley faisait avant sa majorité est irréprochable? Non. Mais ça empêche aussi de faire comme si on nous avait démontré une relation sexuelle ou une tentative sexuelle avec une mineure. Parce que ce n'est pas ce qu'elle raconte. Et encore une fois, je me base sur ce qu'elle raconte. Et ça, il faut le respecter. Et en plus, elle dit quelque chose de beaucoup plus lourd. Il a voulu concevoir en tant que fille de 14-15 ans. Et on a aussi cette faiblesse, cette admiration pour lui, nanana. Il s'en servait beaucoup pour avoir ce qu'il voulait, je pense au final. Quand elle dit « il s'en servait pour avoir ce qu'il voulait », c'est beaucoup plus fort comme affirmation que « et il me complimentait ». Et moi, la question que je me pose, c'est « il se servait de quoi ?» Comment il s'en servait? Pour faire quoi? Pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Et qu'est-ce qu'il voulait obtenir? Qu'est-ce qu'il lui a demandé comme chose qu'elle a dû ou pas accepter? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'il l'a poussé à faire quelque chose? Est-ce qu'il a insisté après un refus? Est-ce qu'il y a eu une rencontre secrète? Est-ce qu'il y a eu une menace, de la coercition, du chantage émotionnel? Est-ce qu'il y a eu une promesse de carrière quelque part? Est-ce qu'il y a eu une relation sexuelle, les gars? Et dans ce témoignage, rien de tout ça n'est raconté. Et encore une fois, il s'en servait pour avoir ce qu'il voulait. Comment? Et c'est précisément ça que nous avons besoin de savoir. Parce qu'elle-même, elle donne une information qui complique cette formulation. Parce qu'elle dit, moi, à titre personnel, je n'ai jamais accepté ses avances, je ne l'ai jamais vu seule. Donc, on a des réponses. Et donc, elle explique qu'elle avait quand même conscience que quelque chose n'était pas normal. Elle dit qu'elle n'a jamais accepté de demander rendez-vous et parce qu'elle n'en avait pas envie. Mais alors, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il a obtenu grâce à sa prétendue exploitation de ta vulnérabilité, en fait? Parce que dans son propre récit, elle n'a pas accepté ses avances, elle ne l'a jamais vue seule, elle n'a jamais accepté les rendez-vous. Et donc, le comportement qu'elle décrit doit être analysé pour lui-même. Parce qu'il ne faut pas lui annoncer un résultat qui n'est pas raconté. Pas lui attribuer plutôt un résultat qui n'est pas raconté. Donc, les demandes de rendez-vous, justement, ça c'est un trou dans le récit. Elle nous parle de demandes de rendez-vous, mais à ce moment-là, on ne sait pas quand elles ont eu lieu, si elle était mineure ou majeure, ce qu'il proposait exactement, où il voulait aller, dans quelles circonstances, s'il voulait la voir seule, combien de fois, si elle a refusé, et surtout ce qu'elle a répondu, ce qu'il a répondu après. Et donc, le spectateur doit encore une fois reconstituer le récit de la partie manquante tout seul. Voilà. Et c'est problématique parce qu'on utilise ensuite ces demandes de rendez-vous comme des éléments à charge dans la vidéo. Mais en fait, un rendez-vous n'est pas auto-interprétable. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Et les rendez-vous, il faut nous expliquer pourquoi. C'est ça qu'on veut savoir avant d'interpréter. Et même quand tu lui proposes un rendez-vous, elle a déjà 18 ans,
Et c'est important de le préciser parce que les gens qui ont écouté avec toute la hype de la vidéo de TPZ et le récit, la narration, le storytelling, vous avez oublié cette partie. Quand il lui propose un rendez-vous, là, date, machin, elle est majeure, il est en couple, certes, c'est pas moral, mais il lui fait une proposition romantique entre adultes. Quand il lui dit, je pense qu'on aura très envie de s'embrasser. Je pense que les gens ont retenu, on aura très envie de s'embrasser, mais ils ont retenu ça par rapport au début du témoignage, j'ai 14 ans. Ça, c'est mon hypothèse. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont compris ça, parce qu'avec tout ce que vous avez entendu à ce stade, vous ne pouvez pas me dire de manière intellectuellement honnête que Guillaume Pley est un prédateur. Avec tout ce que vous avez entendu là, parce que là, ce qu'elle va nous raconter à partir de là, c'est une femme majeure. Bon. Et donc, il lui dit qu'il voudrait la voir, qu'il voulait aller manger avec elle et la déposer, etc. Elle refuse. Elle avait déjà dit plus tôt, ils ne se sont jamais vus tout seuls. Donc, elle refuse. On a affaire à quelqu'un qui nous raconte qu'elle n'a jamais vu ce mec tout seul. Et donc, personnellement, moi, je me dis, mais pourquoi proposer un date à une autre femme alors que tu es déjà en couple, et ça, c'est par rapport à Guillaume, etc. Moi, tout ce que j'apprends, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas d'intégrité, qui est infidèle. Mais est-ce que c'est illégal d'être infidèle, mes chers Français? On peut considérer ça comme immoral. Mais est-ce que ça suffit à établir tout ce qui était supposé avoir lieu des années auparavant? Parce que ça établit un comportement précis. Dire qu'à partir de ça que c'est un mec problématique, ce n'est pas suffisant. Et c'est là qu'il faut faire la distinction, en fait. Elle dit en plus, moi c'est ça qui me rend folle, en fait. Pourquoi vous avez donné autant de gaz à ces témoignages? Elle dit littéralement, ça ne m'a pas traumatisée, je vais bien aujourd'hui, mais ça m'a dégoûtée et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la personne qu'il était depuis toutes ces années. Et moi, ma question, encore une fois, ouvert les yeux sur quoi? Ouvert les yeux sur le fait qu'il était attiré par elle? Apparemment, oui. Ouvert les yeux sur le fait qu'il pouvait la considérer autrement que comme une simple fan? Ok. Ouvert les yeux sur le fait qu'il pouvait avoir une relation romantique avec elle? Ouvert les yeux sur le fait qu'il était potentiellement capable d'infidélité alors qu'il était déjà en couple? Ok, mais est-ce que tout ça, ça prouve tout ce qui a pu se passer avant que tu aies 18 ans? Et c'est là que je bloque avec ce témoignage. Parce qu'elle dit que ce qui lui a permis de comprendre la personne qu'il était, mais encore une fois, ce que tu comprends aujourd'hui de ton passé n'est pas automatiquement une preuve de ce que l'autre avait dans la tête à l'époque. Et quand elle dit « ça ne m'a pas traumatisée », elle vous dit le truc le plus important, en fait. Elle vous dit qu'elle va bien. Ça ne signifie pas que le préjudice qu'elle décrit est essentiel. Enfin, le préjudice qu'elle décrit, ça ne veut pas dire que c'est rien. Mais ça veut dire, en fait, qu'elle vous dit que le préjudice qu'elle aurait subi à cette époque en tant que mineure, c'est essentiellement du dégoût, de la prise de conscience et un trauma, mais ce n'est pas un traumatisme durable qu'elle nous raconte. Et pour moi, ça pose la question, pourquoi le vocabulaire du traumatisme devient-il ensuite aussi central dans son discours général? Parce que c'est ce qui va suivre. Tu vois, un mec qui te drague et qui te dégoûte, etc. Moi, personnellement, en tant que femme, les gens m'ont déjà dragué, ils me draguent tous les jours au point de me dégoûter. Et ils me dégoûtent pas simplement parce qu'ils sont agressifs physiquement ou verbalement, mais parce qu'ils ont un sens du timing exécrable. Ils sont vulgaires, parfois, ils sont sales, ils sont lourds, ils ne me plaisent absolument pas et ils s'en fichent de savoir s'ils me plaisent, ils veulent juste me baiser direct. Parce que j'ai pas envie qu'ils me draguent, je suis pas d'humeur à être draguée. Moi, je me souviens... C'était il n'y a pas longtemps, j'étais tellement choquée. J'étais en train de m'étouffer avec un médicament. J'étais dans le taxi et le chauffeur m'avait demandé mon numéro juste avant. Et je ne voulais pas lui donner, je lui ai dit non. Je bégaye pas, moi, je lui ai dit non.
Et j'ai pris un médicament. En gros, je voulais me rendre indisponible. J'étais en train de m'étouffer avec le médicament. Et lui, il me regarde, me dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis en train de te parler. Et j'étais en train de m'étouffer avec le putain de médicament dans la gorge. Et après, quand j'ai fini par l'avaler, parce qu'il était coincé, il me dit, bon, on peut reprendre où on en était. Et là, je l'ai regardé. Je me suis dit, mais il est complètement cinglé, celui-là. Déjà, j'avais pas envie de te donner mon numéro. Mais en plus, mais t'es malade. Bon. Et voilà. Et il m'a dégoûté, juste avec ce comportement-là. Donc, en fait, en vrai, on peut être dégoûté par les avances d'un homme, mais ça ne dit pas en soi ce que cet homme a fait. Ça dit juste quelque chose de notre réaction. Et ça, c'est une distinction importante. Je sais que les gens qui ont le cerveau bouché vont dire que ça veut dire que je défends Guillaume Play. Ça, c'est votre problème. C'est vous qui avez des problèmes de compréhension, en fait. Mais moi, ma question aujourd'hui, c'est finalement, si tu n'es pas traumatisé, tu vas bien, etc., pourquoi tu témoignes? En fait, qu'est-ce qui, dans ton expérience, justifie, selon toi, de venir témoigner dans une enquête censée accabler Guillaume Play? Mais parce qu'à ce stade, en fait, à travers son propre récit, essentiellement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il m'a parlé quand j'étais mineure, il me trouvait jolie, il m'a complimenté, il me demandait mon âge, il me disait qu'il avait hâte que je sois majeure. À 18 ans, il m'envoyait des messages qu'elle décrit comme explicites sans preuve. Il m'a proposé un date, j'ai refusé, je ne l'ai jamais vu seul, il était en couple, ça m'a dégoûtée, je n'ai pas été traumatisée. Et j'ai compris différemment tout ce qui s'est passé des années après. Ça, c'est son histoire. Mais c'est quoi le gros scoop, en fait? Qu'un homme de presque 30 ans a dragué une femme lorsqu'elle avait 18 ans, ce n'est pas illégal. On l'a toutes vécu. Qu'un homme de presque 30 ans a attendu qu'elle soit majeure, ce n'est pas illégal, justement. Il faut le démontrer, surtout qu'il t'attendait. Qu'il l'a manipulée grâce à son admiration, ça aussi, il faut nous montrer. Qu'il l'a agressée, c'est parce qu'elle raconte. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est censé conclure? Et ce qui m'énerve dans ce témoignage, et je vais vous dire, ça m'énerve, et c'est pas parce que je blâme les victimes, je sais pas quoi, c'est pas une victime à mes yeux. Je pense que c'est clair à ce stade. Elle nous dit à la suite, Guillaume Play a l'air très gentil, très bienveillant et très à l'écoute. Puis elle nous raconte, c'est un piège. C'est aussi pour ça qu'il n'est jamais tombé. Et là, en fait, moi, elle m'a complètement perdue. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que son apparence sympathique vient faire dans cette histoire? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous démontrer? Tu essaies de nous dire quoi? Que les gens gentils réussissent davantage? Je suis désolée, moi je connais plein de gens gentils, ils sont pauvres, ils n'ont jamais rien réussi dans leur vie. Ils n'ont jamais rien initié dans leur vie. Je connais énormément de connards qui réussissent très bien, tout comme je connais des connards qui ne réussissent rien. Donc en fait, la réussite professionnelle n'est pas un test de moralité. Et quand elle me dit « il paraît gentil, donc c'est pour ça qu'il est encore là », ce n'est pas une démonstration. C'est une théorie. Et une théorie qui, encore une fois, est totalement hors sol par rapport à l'objet du témoignage. Et puis arrivent les victimes. Alors là, par contre, Emma, c'est compliqué pour les victimes de faire entendre leur voix quand on est face à un personnage public. Et là, je bloque. C'est compliqué. En fait, elle ne dit pas, il faut bien comprendre, elle ne dit pas, c'est compliqué pour moi en tant que victime. Elle parle des victimes, donc des gens qu'elle ne connaît potentiellement pas. Elle vient donc de quitter sa propre expérience personnelle pour porter un discours général. Et donc moi, je me demande, mais c'est quoi le putain de rapport avec ton témoignage? Tu viens de nous raconter une histoire précise. Tu n'as pas expliqué avoir subi de menaces. Tu n'as pas expliqué avoir été forcé. Tu as même explicitement dit que tu n'es pas traumatisé. Tu nous as raconté des messages, des avances, des propositions, gna. Pourquoi nous sommes en train de parler d'un discours général de victime? Et là, TPZ intervient parce que lui, il ne peut pas fermer sa gueule. Voilà, il ne peut pas fermer sa gueule. C'est pas son moment, mais il ne peut pas la fermer.
Il nous explique que l'image de Guillaume Pley comme gendre idéal, sa longévité dans la radio et son image positive sont extrêmement difficiles à contrebalancer, Seigneur. Tous les personnages qui ont témoigné dans cette vidéo nous présentent un autre visage. Et il y en a peut-être d'autres qui gardent le silence. Ça, c'est TPZ. Hein. C'est ce qu'il a dit. Et moi, j'ai envie de lui répondre, mais elles ne nous ont pas dit grand-chose, des personnes qui permettent de contrebalancer cette image. Et c'est ça le problème. En fait, si ton objectif en tant qu'enquêteur est de contrebalancer l'image publique de Guillaume Pley, alors il faut démontrer ce qui vient réellement contrebalancer cette image. Et là, quand je regarde ce témoignage et celui d'avant, je me demande qu'est-ce que j'ai appris de problématiques que je ne savais pas avant. Parce que la témoin nous a donné des éléments, mais elle les a ensuite enveloppés dans une quantité immense d'interprétations. Et surtout, si c'est vraiment le contrepoids, pourquoi, encore une fois, et c'est la question que je n'arrêterai jamais de poser, pourquoi tous ces témoignages sont à la fin de cette putain de vidéo d'1h21. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Si pour TPZ, les témoignages démontrent le véritable visage de Guillaume Pley et doivent contrebalancer son image publique, pourquoi les placer après la politique, les réseaux, l'argent, l'entreprise, les relations professionnelles, les collègues, la production de contenu, les différentes hypothèses de son entourage, les rapports de pouvoir? Pourquoi ne pas commencer par ce que tu considères comme les éléments les plus graves? Parce que la structure donne plutôt l'impression de l'inverse en fait. On construit progressivement un portrait, puis on arrive aux témoignages. Et les témoignages viennent finalement confirmer le portrait que le spectateur a déjà été préparé à recevoir. Et là, on revient directement dans le fonctionnement narratif de la vidéo. Et j'ai déjà passé 1 heure dessus. Mais pour l'instant, je vais rester sur ces témoins. Parce que ce que vient de faire, c'est révélateur. Elle nous parle de son expérience professionnelle, puis elle généralise, puis elle parle des victimes, puis elle parle du fonctionnement des personnalités publiques, puis elle explique pourquoi Guillaume n'est toujours pas tombé. Tu es là pour le faire tomber? Enfin, vraiment, hein? Est-ce que tu es là pour le faire tomber ou tu es là pour raconter ton histoire? Parce que entre les deux, il y a un petit monde. Il y a beaucoup d'étapes. Et son témoignage ne démontre pas tout ça. Et même quand on arrive au passage des captures, elle dit qu'elle a eu la bonne idée de conserver certaines images, etc. avec des emojis. Elle explique avoir photographié la question, etc. Mais elle avait quel âge? Elle était probablement mineure, on va supposer. Pourquoi il voulait que les messages disparaissent, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et donc, dans son récit, ce qu'on a concrètement, qu'est-ce que c'est, finalement? Et parce que je dois m'arrêter là, parce qu'on va croire que je lui en veux. Je ne veux pas comparer tout de suite son commentaire, son témoignage, décidément, j'arrive pas à me décider, avec l'autre. Je veux simplement que vous reteniez ceci. Ce que cette témoin apporte, c'est une chronologie, des témoignages, des témoignages, des échanges, des compliments, des questions répétées sur son âge, une affirmation concernant le passage à la majorité, des messages qu'elle décrit comme extrêmement explicites, des captures qu'elle dit avoir conservées, une proposition de rendez-vous lorsqu'elle est majeure, une proposition qui semble impliquer une attirance romantique ou sexuelle, le fait que Guillaume était alors en couple. Puis, il y a ce qu'elle interprète, le fait qu'il avait une approche différente avec elle, qu'il attendait sa majorité, qu'il savait ce qu'il faisait, que ce qu'il faisait n'était pas top, qu'il exploitait sa vulnérabilité, qu'il utilisait son admiration pour obtenir ce qu'il voulait, qu'il était déjà cette personne plusieurs années auparavant, que son image publique explique sa longévité, qu'il existe probablement d'autres victimes et que ces personnes continueront à faire des victimes. Et en fait, ce qui manque, c'est les détails des faits qui permettent de relier solidement les deux colonnes, en fait. Voilà. Et moi, c'est ça qui me gêne. Parce qu'on nous montre plusieurs pièces potentielles au lieu de nous reconstruire, finalement,
de nous permettre, en fait, à nous-mêmes, en tant que spectateurs, de reconstruire le puzzle par nous-mêmes. On veut nous donner directement l'image du puzzle. Et donc, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que ce qu'elle dit, c'est faux. Ce n'est pas mon propos. Moi, je suis là pour vous montrer, finalement, comment on en est arrivé jusqu'à là. Parce que j'ai l'impression que dans cette vidéo de TPZ, et ça, c'est mon sentiment profond, vous me direz ce que vous pensez, que le spectateur ne reçoit pas réellement une enquête, il reçoit une conclusion. Et pour quelqu'un comme TPZ qui se présente comme enquêteur, c'est là que je trouve sa méthode discutable. Parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, avait des pièces, mais il a choisi de nous raconter une histoire. Avant de clôturer cette contre-enquête de la section commentaires des jeunes femmes, j'ai voulu aller voir si finalement l'effet que TPZ souhaitait dans sa vidéo a été bien reçu. Est-ce que finalement le travail de changement de la perception de Guillaume Pley a porté ses fruits selon les objectifs de TPZ qui sont plutôt... voilà, c'est une vidéo à charge, hein. Je pense qu'il est clair qu'on puisse le dire, c'est un character assassination. Et donc j'ai voulu voir en fait quels ont été les effets, surtout que à ce stade, je l'ai beaucoup mentionné dans cet épisode et j'ai déjà fait un épisode pour parler du storytelling en lui-même de la vidéo et j'ai failli ajouter cette section sur les commentaires dans la vidéo. Mais bon, ça, je le ferai dans un épisode séparé, car ça mérite un épisode à part entière. En tout cas, je verrai. Mais là, vraiment, j'ai voulu voir, en fait, qui a retenu ces témoignages, qu'est-ce que les gens en disent. Et malheureusement, j'ai trouvé très peu de témoignages sur... le contenu de ce que disent les jeunes femmes en elles-mêmes, que ce soit négatif ou positif. Donc là, ce que je vais vous mettre, ça m'a pris beaucoup de temps pour tomber dessus, sachant qu'il y a plus de 10 000 commentaires. L'essentiel, c'est pour féliciter le travail de TPZ et le statut qu'il a pris d'enquêteur. Voilà, c'est pour se féliciter de l'effet stressant, la lutte contre la censure, et dire cracher leur venin sur Guillaume Pley, essentiellement. Et après, il y a des commentaires un peu plus négatifs, donc je vous ai pris un peu des deux, et c'est ce qu'on va commenter avant de clôturer cet épisode sur ces deux témoignages. Alors, ce premier commentaire, donc, qui a même fait un don directement sur YouTube, sous la vidéo, qui dit « Mais quel travail! Merci, bravo à toutes les personnes qui ont œuvré dans l'ombre. » Et en fait, la personne dit « Vous prouvez que le journalisme citoyen et indépendant a un rôle majeur à jouer aujourd'hui. » Bon, qui est journaliste? En fait, il n'y a pas de journaliste dans l'équipe de TPZ. En fait, arrêtez d'appeler tout et n'importe quoi journalisme. TPZ n'est pas un journaliste. Guillaume Pley n'est pas un journaliste. Je ne suis pas une journaliste. Tout le monde qui fait des contenus longs et qui dit j'enquête, machin, je vais dévoiler la vérité, blablabla, n'est pas journaliste. En fait, c'est pas parce qu'on a beaucoup de journalistes de merde en France, que ce soit de la gauche, de la droite, l'extrême, d'un côté ou de l'autre, que maintenant, tout travail où quelqu'un vient ouvrir sa bouche, c'est du journalisme. Ce n'est pas du journalisme ce qu'il a fait. Et surtout, il vous a dit au début, je vais contextualiser, je vais vous remettre l'extrait, c'est mieux. Nous n'avons pour objectif de condamner qui que ce soit. Notre but est simple, documenter, contextualiser et finir par révéler. Suivez bien jusqu'à la fin, ça va être intense. Magnéto. Moi, je me suis tapé sa vidéo plus de 4 fois, du début jusqu'à la fin. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai prêté autant attention à ces témoignages et que je les connais par cœur, quasiment à ce stade. En fait, je n'ai pas eu l'impression qu'il n'a pas condamné Guillaume, en fait. Il n'a pas dit « je condamne Guillaume », mais tout son récit, toute sa narration, la manière dont il a structuré le récit montre qu'il a envie que non seulement il le condamne, mais que nous aussi, en tant que spectateurs, parce qu'il nous donne un fait ou quelque chose qui ressemble à un fait et il nous dit directement ce qu'on doit penser. Et il arrive même à la fin de sa vidéo à dire que les contenus de Guillaume Pley polluent Internet. À quel moment quelqu'un qui parle comme ça du contenu de quelqu'un d'autre est un journaliste, en fait? À quel moment? À quel moment? Oui, en fait, et il ne faut pas que vous me mépreniez. Je comprends qu'il faut protéger les victimes, etc. J'aimerais bien qu'on vive dans ce monde-là. Mais ce n'est pas ce que ce mec-là a fait. Sinon, s'il protège tant que ça les victimes, qu'est-ce que ça aurait changé de mettre leur témoignage au début de la vidéo plutôt qu'à la fin?
Parce qu'il sait très bien que ces témoignages-là qu'on a entendus et que je viens de vous décrypter pendant plus d'une heure, ils n'auraient pas eu la même portée s'il les avait mis au début, sans nous raconter, sans nous faire tous les 1000 détours qu'il a fait là. Il sait très bien, parce que dans ces témoignages, il n'y a 3 fois rien, que ça vous plaise ou non. Ensuite, nous avons cette personne dont finalement la perception de Guillaume Pley a changé grâce à la vidéo de TPZ et peut-être d'autres. Et donc, on a une sorte d'enquête qui ne prouve presque rien, qui ne démontre rien, mais qui a réussi à changer la perception grâce à la narration notamment. Et c'est pour ça que j'ai d'abord passé 1 heure à vous parler de ça. Parce que la personne dit révélation, il a révélé quoi les gens? Excusez-moi, hein, il vous a révélé quoi? En fait, c'est pas parce que TPZ dit qu'il est enquêteur et qu'il va révéler des choses qu'effectivement il a révélé des choses. Et en fait, quand il dit « les nombreux témoignages ne pouvons pas rester indifférents », mais indifférents face à quoi? Là, je ne suis pas sûre qu'elle parle des témoignages des jeunes filles en question, parce que je vous ai dit, c'était très rare les témoignages qui parlent des filles directement, ou elle parle des témoignages des anciens professionnels. Mais en tout cas, je vais enquêter aussi sur ça. Et on va parler de ça. On va faire une contre-analyse ou une contre-enquête. Je ne saurais pas trop comment le formuler. Faut que je sache bien la différence. Mais on va plutôt dire une contre-analyse justement sur les modèles économiques de Legend et face à celui de TPZ. Parce que c'est important en fait pour comprendre pourquoi ça clash. Et peut-être pourquoi est-ce qu'un TPZ ne peut pas saquer Guillaume Pley. Et ne peut pas saquer le Legend, en fait. Parce que clairement, il y a une animosité dans sa vidéo. La manière, les phrases qu'il utilise, le sensationnalisme, le putaclic, toutes les tournures, les détours qu'il fait et tout le temps qu'il a pris pour construire ce portrait montrent qu'il ne peut pas le saquer, en fait. Et voilà, donc on va parler de ça. Et puis, le boycott de Legend, cette personne rêve, parce que c'est une news qui apparaît en été, quand les gens n'ont rien à se mettre sous la dent, en septembre, etc. Il y aura un nouveau scandale, et le format, par contre, lui, il peut transcender Guillaume. Hein. Nous avons cette troisième personne qui nous dit qu'elle a découvert les autres histoires, qu'elle a regardé les épisodes de Guillaume Pley, mais qu'elle a vite lâché, trop voyeur, trop sensationnaliste, trop pour le buzz. Et ça me fait mourir de rire parce que finalement, elle dit ce commentaire sous une vidéo qui est littéralement faite pour surfer sur un buzz. C'est trop sensationnaliste. Il nous a fait quoi là pendant 1h21 minutes, le TPZ? À nous dire que le croustillant arrive à la fin, à toujours repousser les témoignages que les gens voulaient avoir, à nous raconter à chaque fois qu'il veut parler de Guillaume Pley qu'il est lié à un mec qui a menacé des gens d'une équipe de foot de je ne sais pas où, qu'il a un sponsor qui a été condamné dans je ne sais quel pays, je pense qu'il parlait de Ouranos, et il nous parle de Nicolas Sarkozy, il nous parle de Dieudonné, il nous a fait tout un détour. En fait, tous les gens qui buzzent et qui ont énervé les gens avec Dieudonné, Nicolas Sarkozy, le patron du Mossad, etc. Et tous les gens qui sortent des mots grossiers, qui ont des conclusions grossières sur Guillaume Pley. Et il a fait quoi ce mec-là dans cette vidéo ? Donc en fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En fait, si vous n'aimez pas le buzz, vous ne pouvez ni regarder Guillaume Pley et Legend, ni regarder TPZ. Sinon, vous n'êtes pas cohérent en fait. Parce que ce mec-là, il fait que ça, surfer sur les buzz. Alors, cette personne accuse directement Guillaume Pley d'être un prédateur délinquant sexuel. Est-ce que, s'il vous plaît, avec les 2 témoignages que vous avez entendus, on a vraiment affaire à un prédateur délinquant sexuel? À quel moment ce mec-là, il a eu un contact sexuel avec ces 2 jeunes femmes quand elles étaient mineures et même quand elles sont devenues majeures, s'il vous plaît. Soyez un peu honnête intellectuellement. Je sais qu'il y en a, vous détestez Guillaume Pley, mais s'il vous plaît, réfléchissez avant de dire des bêtises. Là, on en a un qui se contredit. Il commence qu'à dire que le travail est une très bonne enquête, bien structurée, bien rédigée, bien amenée, bien présentée. Et puis plus tard, à la fin, elle dit... la narration est trop intense, le ton trop dramatique et l'autosuçage, etc. Et qui nuit à la crédibilité de l'ensemble. Et elle finit ironiquement par dire ça ne remet pas du tout en question la qualité du travail. Bah si, en fait, justement, c'est la qualité du travail que tu es en train de critiquer. Ça, c'était drôle.
Et là, j'aimerais m'attarder sur ce commentaire qui est plutôt une critique et qui va un peu dans le sens de ce que je disais quand elle dit « c'est dommage de ne pas avoir consacré plus de temps aux vrais problèmes, manipulation et détournement de mineurs ». Et justement, sur le détournement de mineurs, moi, j'aimerais rebondir dessus. Il n'y a pas de détournement de mineurs. Ces témoignages-là ne permettent pas de qualifier qu'il y a un détournement de mineurs. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler n'importe quoi un crime, un délit, etc. Parce que quand les gens veulent après dénoncer des vrais crimes, on ne veut plus les écouter. Il n'y a pas de détournement de mineurs. C'est un mec qui a flirté qui a potentiellement flirté, Guillaume Pley, avec des adolescentes de 14 ans, etc. Ça, on va dire que ça, c'est plausible parce qu'on a vu leurs photos aux jeunes filles à chaque fois lorsqu'on les entendait parler. Mais ça s'arrête là, les gars. Elles ne se sont même jamais retrouvées seules avec ce mec-là. Et quand vous réécoutez le récit et comment j'ai démonté ça, vous vous rendez bien compte que les vrais moments où il y a eu des moments de sexuels ou je ne sais pas quoi, bah c'est quand ces meufs-là étaient majeures, en fait. Donc, qu'est-ce que vous nous racontez, détournement de mineurs? Vous pouvez aller faire un tour dans le dictionnaire pour voir ce que ça veut dire réellement? Et pourquoi est-ce que c'est dangereux de dire que ce que vous avez entendu là, c'est du détournement de mineurs? Parce que les gens qui disent qu'ils veulent protéger les victimes, là, bah, quand vous faites ce genre de choses et vous accusez n'importe qui à n'importe quel moment sans aucune preuve qu'il est en train de faire du détournement de mineurs, vous affaiblissez le pouvoir des victimes d'être entendues et d'être crédibilisées. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de démonter les témoignages, pas parce que j'en veux à ces filles-là, mais justement parce que si un jour j'ai une jeune fille qui me dit on m'a fait ci, etc., moi je sais que je suis capable de lui dire voilà comment tu dois construire ton storytelling pour avoir le maximum de crédibilité, en fait. Parce qu'on vit dans un monde où déjà on n'a pas envie de croire les femmes. Et en fait, il y a ce commentaire qui dit « Merci d'avoir donné la parole aux victimes. Expliquez-moi, après, si vous êtes là pour tous ceux qui ont regardé la vidéo de bout en bout, en quoi ces deux jeunes femmes qu'on a entendues dans cette vidéo de TPZ sont victimes ?» Expliquez-moi. Parce qu'en fait, si tout le monde est victime, bah, en fait, si à chaque fois qu'un homme va te dire « Je veux sortir avec toi, bah, j'attends que tu aies 18 ans et moi j'ai 30 ans », bah, toutes les femmes sont victimes alors. Et donc, du coup, la victime, elles n'ont plus de poids. Et c'est ça que je disais avec le précédent commentaire, c'est que si tout le monde devient victime pour tout et n'importe quoi, bah, quand il y a des vraies victimes qui ont des vraies choses à raconter, des vraies choses condamnables, bah, personne ne va plus vouloir les écouter. Parce qu'on va considérer que les femmes sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de vouloir cracher sur les hommes, toujours en train de vouloir descendre les hommes. On va souffler dès qu'on va entendre des témoignages, etc. Parce que vous rendez tout le monde victime pour tout et n'importe quoi. Elles sont victimes de quoi? Il y en a même une qui vous dit « Je ne suis pas traumatisée ». Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Je n'arrive pas à comprendre. Ayez du respect pour les vraies victimes, bordel de merde. Et on va terminer ma critique sur ce dernier commentaire qui est une critique à plusieurs échelles. Moi, je vais me concentrer sur la partie où la personne, elle dit « J'ai arrêté de regarder autour de la 45e minute ». Et comme je vous ai dit depuis le début, les témoignages arrivent à 1h10. Les gens sont déjà fatigués, en fait. Tout le monde ne va pas vouloir investir 1h21 minutes et 47 secondes de sa vie pour t'écouter faire les détours, nous parler de droite, de politique, de Dieudonné, de Sarkozy, de tous les gens des médias, de tous ces gens. Tout le monde n'a pas ce temps-là. Et en fait, il fait chier les gens. Les gens le sentent, les gens sentent que c'est surfait, etc. Et ils en ont marre, en fait. Moi, je me suis tapé ça parce que, comme je vous ai dit, je faisais ma lessive, j'avais rien de mieux à faire. Et quand je fais ma lessive, en général, j'aime bien écouter YouTube. Soit je mets un podcast, ou soit bah, cette vidéo-là, Secret de monteur pro, Cyril, le monteur, me l'avait suggéré parce que par la vidéo qu'il a fait, j'ai vu, censure et tout. Moi, je suis créatrice de contenu, je suis sensible à ça. Donc, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui a essayé d'être censuré et tout. Et puis, quand tu arrives dans la vidéo, tu apprends que c'est même pas Guillaume Pley qui a censuré, c'est Romain Laneri. Mais vous croyez qu'ils s'appellent au téléphone, ceux-là? Vous croyez qu'ils sont au courant de ce que chacun fait à la minute près? Mais vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Vous croyez que ces gens... Et vous êtes même sûr que ces deux-là s'apprécient? En fait, c'est ça qui est dingue, en fait. Parce qu'ils font partie du même réseau. Et alors? Et alors? C'est une dinguerie. Donc, ça se trouve, cette personne, elle n'a même pas écouté la partie témoignage, en fait. Et ensuite, elle a fait ce que je redoute, et c'est pour ça que j'ai été aussi dure avec les deux témoignages, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont trouver que je suis dure. On dit tout le temps que je suis dure. Bah,
Et la personne est en train de dire déjà, ces témoignages anonymes sont trop faciles à produire. Et c'est plausible. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est plausible. Parce qu'effectivement, elles peuvent très bien avoir vu Guillaume Play plus une vingtaine de fois, etc. Et fabriquer quand même des captures d'écran. On est quand même à l'ère de l'intelligence artificielle, je vous préviens les gars. Donc ça, ce que cette personne dit, ce n'est pas impossible. Et maintenant, quand elle dit, bref, rien de répréhensible, voilà les faits. À force de vouloir grossir et potentiellement optimiser le taux de rétention, tu finis par perdre les gens qui se disent, mais quand arrive ce que je suis venu chercher? Et c'est ça mon problème. En guise de conclusion, les gars, par rapport à ces deux témoignages. Donc, comme je vous disais, le truc qui m'a le plus saoulé, c'est qu'il y a très peu de faits dans ces témoignages. Et il y a des ressentis, il y a des souvenirs. Bon, on va respecter. Il y a des interprétations, il y a beaucoup de qualifications et de conclusions. Mais voilà, c'est ce qu'on retient. Parce que si on enlève les insultes prédateurs, pervers narcissiques et tous ces trucs-là, mecs problématiques, il y a presque rien dans leur témoignage. Et c'est triste à dire parce que, après, je pense que c'est un problème de communication peut-être. Si ces témoignages sont vrais, parce que depuis le début, j'ai été de bonne foi. Hein. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont foncièrement, intrinsèquement envie de défendre Guillaume Play, mais j'aurais très bien pu me dire ça, tout ça, c'est du fake en fait. Mais si c'est vrai, du coup, c'est très mal construit. Parce qu'elles ont voulu tout dire en même temps. Et en fait, on ne peut pas, stratégiquement, c'est une folie, c'est une bêtise, en fait. Parce que tu ne peux pas à la fois... Parce que nous, ce que les gens ne comprennent pas, pourquoi moi je suis déçue, et j'ai dit au début qu'il y avait une descente, c'est parce que moi je suis venue écouter des victimes de Guillaume Play. Je ne suis pas venue écouter un discours militantiste. Et en fait, Et en fait, les deux, elles ont fini sur un discours militantiste. Vous n'êtes pas des militantes, en fait. À 14 ans, vous n'étiez pas censé être des militantes. Donc, racontez-moi juste vos expériences de femmes de 14 ans, de 15 ans. Et ça suffit largement. C'est ce qu'on est venu chercher. Et ça me saoule. Et puis, quand elle commence à l'insulter, moi, ça m'a braqué parce que je me suis dit, attends, l'autre, elle a commencé son témoignage à dire, nous, les filles, on le déteste. Si tu le détestes, pourquoi je dois t'écouter? En fait. Et les gens qui apprécient Guillaume Play ou qui ont envie de le défendre bec et ongle, quoi qu'il arrive, ils vont se dire qu'elle aille se faire voir, celle-là. Et c'est ça le problème. Parce qu'à partir du moment où tu veux avoir de la crédibilité, tu ne peux pas tout dire. Même si tu le penses, tu ne peux pas tout dire. Et tu ne peux pas tout dire au même moment. Et surtout dans un contenu dont tu ne contrôles même pas la diffusion. Parce que là, elles sont venues témoigner dans le contenu d'un mec qu'elles ne connaissent pas, a priori. Vous voyez ? Et donc voilà, tout ça, ça m'a saoulée. Parce que moi aussi, je me suis dit, quand elle commence à l'insulter, mec problématique, prédateur, etc., en fait, arrêtez de nous infantiliser. TPZ et les meufs, et je vais en venir à TPZ. Arrêtez de nous infantiliser. On n'est pas des enfants. Vous pouvez juste nous raconter vos histoires et on est capable de réfléchir et d'arriver potentiellement aux mêmes conclusions que vous. On n'a pas besoin que vous nous guidiez, que vous nous teniez la main pour nous dire, voilà ce que tu dois penser. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, putain de merde, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire. Il y a un écart entre la proportion de ce qui est raconté et ce qui est déjà conclu. Et ça me gêne. Parce qu'il faut laisser au spectateur, à l'auditeur du moins, le soin ou je sais pas moi, la grâce de distinguer l'observation de l'interprétation. Ensuite, quand elle dit, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, toi t'es vraiment dur, tu veux pas écouter les victimes, tu blâmes les victimes, c'est pas de leur faute si elles savent pas communiquer, gna gna gna, gna gna gna. Et en fait, moi je suis d'accord, mais en fait communiquer ça s'apprend. Et le mec qui vous fait l'enquête, surtout que son enquête est orientée, et je pense qu'on peut le dire très clairement maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi ressenti dans les commentaires, que ce soit d'un point de vue politique ou autre, ce mec-là, il n'a qu'à vous entraîner. Ou peut-être que lui, il ne sait pas le faire aussi. C'est peut-être pas lui qui écrit ces vidéos, dis donc. Donc là, quand j'ai souligné le travail de storytelling dans mon premier épisode, peut-être que ce n'est même pas lui qui l'a écrit, en tout cas. Mais bon, bref. En fait, moi, je veux justement qu'on puisse croire les femmes. Mais je veux surtout qu'on apprenne aux femmes à comment faire en sorte qu'on a envie de les croire. Parce que ça s'apprend. S'il y a des métiers de la communication, ce n'est pas pour rien, en fait.
Et on est déjà dans une société qui est hostile à la parole des femmes. Et en fait, vous ne pouvez pas vous permettre de raconter de raconter vos histoires de cette manière-là. Victime ou pas victime, fait grave ou pas. Parce que déjà, on n'a pas envie de vous prendre au sérieux, homme comme femme. Vous voyez? Parce qu'à partir du moment où tout le monde est victime, parce qu'on a vécu quelque chose de désagréable, d'ambigu, de déplacé, de malsain, d'humiliant, de frustrant ou de choquant, le mot finit par perdre sa capacité à désigner les situations dans lesquelles une personne a réellement subi un préjudice grave. En fait, voilà. Parce qu'il ne faut pas transformer la notion de victime en conclusion automatique. On établit d'abord ce qui s'est passé, on arrive à nommer ce dont la personne est victime, et après, on utilise le mot victime. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et là, la deuxième témoin, c'est elle qui m'a le plus saoulée. Vous avez vu que j'étais un peu plus passionnée. C'est parce qu'en fait, quand elle dit « ça ne m'a pas traumatisée », je suis contente pour elle qu'elle n'ait pas été traumatisée. En vrai, ça me fait plaisir. Vous voyez, j'ai une traumatisée en moi. Vous voyez, il n'y a pas de problème en fait. Mon problème, c'est que si elle dit qu'elle n'est pas traumatisée, c'est son expérience. Mais en fait, laisse-nous comprendre ce que tu considères comme un problème dans ce que tu viens de raconter. Elle parle de messages explicites, on ne voit pas les messages explicites. Elle parle de trucs problématiques, on ne voit pas. En fait, arrête de nous faire chier. Soit tu nous dis quelque chose et tu es capable de le montrer, madame, je fais des captures d'écran. Ou soit, tu nous racontes juste, même en paraphrasant en fait ce qu'il a fait. Mais tu ne peux pas juste nous laisser comme ça, très très grave, très explicite. Dis-nous, montre en fait. On n'en peut plus. Je ne supporte pas ce genre de témoignage. En fait, tu vois, elle pouvait, et aussi, moi, c'est le truc qui m'a le plus saoulée, c'est quand elle est partie sur le truc militant. Ça m'a énervée. Qu'est-ce que ça fout là, en fait? Qu'est-ce que ça fout là? Parce qu'elle aurait très bien pu être juste témoin de sa propre histoire. Elle n'avait pas besoin de devenir la porte-parole de toutes les victimes de Guillaume Pley. Ça, j'en peux plus. L'injonction au féminisme, je n'en peux plus, en fait. L'injonction au militantisme, ça me sort par les trous des oreilles ou du nez, ou je ne sais pas. Ça me saoule. En fait, vous n'êtes pas obligé, quand vous êtes victime, de porter les autres femmes sur votre dos. Arrêtez ça. Racontez juste vos putains d'histoires, en fait. Ça suffit largement. On n'en peut plus. On n'en peut plus. J'en ai marre, en fait. Et elle n'avait pas besoin. Son témoignage avait déjà de la valeur. Elle, au moins, elle a des captures d'écran. Pourquoi tu vas nous parler d'autres meufs? En fait. C'est quand même dingue. Et c'est même pas dire qu'une victime ne peut pas être militante. C'est que dans ce laps de temps, s'il fallait choisir, c'était pas la carte de la militante qu'il fallait choisir, c'est celui de la victime. Parce que tu sais quoi? Les gens sont venus écouter la victime. Merde. Et ensuite, voilà, TPZ, voilà. Il est à la fois avocat, juge et auteur de son propos. En fait, il est constamment en train de nous dire ce qu'on doit penser. Il a suffisamment de matière pour laisser les pièces produire leur effet et il a constamment choisi d'accompagner leur interprétation. Et c'est comme ça que sa soi-disant enquête s'est transformée en récit argumentatif. Il avait déjà décidé de ce qu'était Guillaume Pley, malgré qu'à l'introduction, il nous a dit « Je ne suis pas là pour condamner nanana ». C'est du bullshit, en fait. Parce qu'il a dit les mots, mais il n'a pas incarné les mots, en fait. Et ça me gêne. Il avait déjà décidé qu'il devait faire un certain portrait de Guillaume Pley et c'est ce qu'il a fait. Voilà, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, et ça m'a saoulée parce que, en fait, je ne suis pas venue pour ça. Je ne suis pas une enfant. Tu n'as pas à me tenir la main pour me dire comment je dois penser, ce que je vois et ce que j'entends. Je n'en peux plus, je ne supporte pas ça. Après, il y a des gens, ils sont moins sensibles à ça. C'est des trucs qui m'énervent, personnellement. Parce que moi, peut-être que parce que je suis payée à penser, je suis payée à réfléchir. Donc, en fait, quand tu t'attaques à ma capacité de réflexion, je le prends mal, vous voyez? Donc, peut-être que c'est ça aussi. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vécu comme ça, en tout cas. Et en fait, à la fin, il nous dit... qu'est-ce que j'aimerais vous dire à la fin de cet épisode? Ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est même plus TPZ et Guillaume Pley, etc.
parce qu'on a beaucoup de choses à traiter par rapport à cette vidéo. Je vous ai dit, il y a du boulot. Il a tellement voulu empiler tout et n'importe quoi et c'est tellement mal fait à tous les niveaux et sur tous les sujets que j'espère que si jamais il fait un deuxième épisode ou une suite d'enquête, il va faire mieux que ça. Mais ça m'étonnerait. Et en fait, j'arrive pas à comprendre que 7 personnes se sont mises sur ce sujet. Et en fait, sur 7 personnes, il n'y a pas une qui a été capable de se dire ça on met, ça on laisse, ça on séquence, ça mérite un épisode à part entier. Non, je sais pas. Je me demande quel est en fait, qui écrit ces scripts, enfin, comment ils travaillent en fait. Parce que moi toute seule, je suis capable de savoir que ça mérite un épisode à part entier. Comment 7 personnes ne peuvent pas réfléchir à ça? Enfin, bref. Il dit... Donc moi je vous dis qu'on va parler de l'aspect politique, vous allez voir de nombreuses fois dont ça revient et c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué dans les commentaires, ça aussi je l'ai beaucoup vu. On va parler du modèle économique parce que ça c'est aussi une partie qui me tient à cœur parce que je ne supporte pas l'hypocrisie française du fait que quand quelqu'un gagne de l'argent il faut forcément que ce soit un gros connard ou je ne sais pas quoi, parce que c'est un peu ce que... TPZ sous-entend en fait quand il dit qu'il s'allie à des puissants, il gagne de l'argent, il sort les montants et tout des interviews. Enfin moi c'est des trucs que je trouve dégueulasses, sachant que lui aussi il parle d'argent dans son émission en fait et il demande de l'argent aux gens. C'est pas parce qu'il a choisi un différent modèle économique que c'est plus vertueux. Donc ça mérite un épisode à part entier et surtout moi comme j'aime aider les gens, les aider à avoir eux aussi des stratégies et à se booster, je vais surtout vous montrer comment est-ce que vous pouvez copier soit le modèle de Guillaume Pley à votre échelle, etc. Et qu'est-ce que ça va vous coûter réellement et comment, comment y parvenir. Alors peut-être pas son format, mais j'ai dit son modèle économique et comment vous pouvez copier le modèle économique de TPZ et les inconvénients majeurs. Parce que ce qu'il fait chier, c'est qu'il y a énormément d'inconvénients dans son modèle économique actuel de faire des cagnottes participantes pour financer son média indépendant en mode David et Goliath. Voilà. Et ensuite, l'attention du public portée par l'enquête, parce que ça aussi c'est impressionnant. Moi je suis en train de réunir mes preuves, j'ai toutes mes captures d'écran de tout ce qu'il a fait depuis la sortie de son épisode, et tant mieux que je suis encore une petite chaîne, mais ce gars-là, en tout cas, il a intérêt à ce que l'algorithme ne me fasse pas péter, parce que quand je vais sortir les captures d'écran de tout ce qu'il a fait et que je vais décortiquer ce que ça signifie, j'espère qu'il est prêt pour la contre-enquête de son enquête. Et surtout, j'espère qu'il est prêt pour l'enquête sur TPZ. En tout cas, merci de m'avoir écouté dans ce long épisode. Ça me tenait à cœur de parler de ça parce que voilà, je trouve que c'est pas un sujet qui aurait dû apparaître en dernier dans cette vidéo. Et c'est pour ça que dans toute cette série pour décrypter la vidéo de TPZ, j'ai voulu consacrer un épisode entier, plus long et plus analytique sur finalement la force des témoignages. Et voilà, parce que je trouve que c'est un sujet important et c'est pas un sujet qu'il faut balayer. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, à m'écrire par email, etc. Vous avez toutes les infos en description. L'espace commentaire est libre. Je vous laisse vous exprimer. À très vite.